Quelque chose a craqué sur la ligne de front du Donbass. Poutine peut le sentir, même s'il ne veut pas l'admettre. Chaque échéance qu'il fixe pour la chute du Donbass passe sans résultat. Il en sera de même pour la dernière échéance, qui prévoit que le Donbass soit aux mains des Russes d'ici là, fin 2026. Cela n'arrivera pas. Poutine le sait. Maintenant, il ne fait que retarder l'inévitable, fuyant la réalité. Ce que le dirigeant russe refuse d'admettre et ne veut surtout pas que le monde voie, c'est que l'offensive dans le Donbass s'est déjà effondrée. 2 bataillons sont anéantis chaque jour. L'armée russe n'est pas en plein renouveau, elle est en ruine, à bout de force. Tout ce que cette armée peut faire maintenant, c'est lancer des assauts, jusqu'à ce que cela devienne insupportable et que l'inévitable se produise. La Russie échoue. Ce n'était pas prévu ainsi. Lorsque la Russie a entamé l'année 2026, Poutine pensait qu'il détenait toutes les cartes en main. Les pourparlers de paix trônaient alors autour de l'exigence russe que l'Ukraine cède le Donbass. La Russie menait aussi une campagne contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cela causait déjà d'énormes dégâts, et à la fin du mois de janvier, 8,5 gigawatts de la production d'électricité de l'Ukraine avaient été détruits, ce qui représentait presque la moitié de la capacité totale du pays. Pour Poutine, tout était déjà en place. 2026 serait l'année où le Donbass tomberait enfin. La Russie prévoyait une grande offensive au printemps et en été pour garantir cela. Ces cibles étaient les 4 villes qui composent la ceinture fortifiée de Donetsk: Konstantinivka, Dourouchkivka, Kramatorsk et Sloviansk. Une à une, ces villes tomberaient. Les soldats ukrainiens souffriraient de leur épuisement et d'un arrière paralysé, entravant ravitaillement et rotation. D'abord, Konstantinivka s'effondrerait, puis le reste. Avançons jusqu'à la fin. Juillet 2026. Et la réalité est bien différente de ce qu'imaginait Poutine. Ces 4 villes de la ceinture fortifiée tiennent toujours. Certes, la Russie affirme occuper Konstantinivka. Poutine lui-même a fait cette déclaration, mais elle a été immédiatement démentie par les généraux ukrainiens. En réalité, la Russie n'a fait qu'infiltrer quelques soldats dans la ville, créant des zones grises sans réel contrôle. C'était pas une occupation, c'était un échec déguisé en succès. Comme le dit Katerina Stepanenko, responsable de l'équipe russe de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, ce ne sont que des infiltrations, pas des avancées. Il s'agit de petits groupes russes, 1 ou 2 soldats, qui entrent dans certaines positions de la ville, sans position consolidée. Ils ont encore besoin de beaucoup de temps et de ressources pour réellement transformer cela en position consolidée. La grande occupation du Donbass, que Poutine affirmait inévitable en 2026, n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, la Russie est prise au piège. Ses forces s'épuisent pour réaliser de maigres avancées, perdant des milliers et des milliers de soldats ce faisant. Des bataillons entiers, et même plus, sont engloutis chaque jour. Et les villes qui n'ont pas encore chuté présentent toutes le même défi. Des combats urbains dévastateurs, des défenses infestées de drones. Une demande en effectifs russes si massive que l'armée épuisée de Poutine pourrait ne pas survivre au combat dans lequel il l'a forcé. C'est le désastre de Poutine dans le Donbass. La ligne de front russe s'effondre, comme le montrent les pertes. Poutine aurait dû anticiper, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas seulement dû à l'arrogance, comme vous le verrez bientôt. Pourtant, il aurait dû. La campagne malheureuse de la Russie pour prendre Pokrovsk a montré à Poutine pourquoi ses plans pour la ceinture de forteresse allaient échouer. La Russie contrôle aujourd'hui la majeure partie de Pokrovsk, malgré des combats persistants. Il lui a fallu des années pour prendre cette ville, certes importante, mais bien plus petite que les 4 villes de la ceinture de forteresse qui barrent désormais la route à la Russie. Il est difficile d'avoir des chiffres exacts sur les pertes, mais l'analyste militaire et ancien Navy SEAL américain Chuck Ferrar estime que le nombre de soldats russes perdus dans cette ville se situe aux alentours de 250 000. C'était le grand signal d'alarme pour Poutine, il n'y a pas prêté attention. Le problème de Donetsk pour la Russie est maintenant évident. Les 4 villes forteresses formant une ceinture devant les forces russes sont plus grandes, plus dangereuses et mieux fortifiées que Pokrovsk. Il en va de même pour la zone entre Pokrovsk et la ceinture de forteresse. L'échec de la Russie à capturer rapidement Pokrovsk a donné à l'Ukraine le temps de construire des fortifications derrière la ville, que les forces russes doivent encore franchir avant d'espérer atteindre le front des forteresses. Ferrara estime à 200 000 les pertes, pour chacune des 4 villes de la ceinture. Estimation très prudente. Il est bien plus probable que Poutine sacrifiera encore 1 million de soldats russes avant de pouvoir revendiquer Donetsk et, par extension, le Donbass. La Russie ne peut éviter ces pertes, car elle ne peut attaquer la ceinture de forteresse de tous les côtés. Chaque ville doit être prise séparément.
Konstantinivka étant la première à être attaquée. Ce qui s'est passé derrière Pokrovsk arrive aussi dans 3 autres villes. Tant que Konstantinivka tient, coûtant à la Russie des dizaines de milliers de soldats au passage, l'Ukraine prépare la ville suivante, puis la suivante. Un hachoir à viande de proportions massives a été créé dans le Donbass, et Poutine y envoie simplement des soldats, comme s'ils étaient du bétail, prêts pour l'abattoir. En ce moment, la Russie perd 2 bataillons par jour dans son offensive sur Donetsk. Le musée national de l'armée du Royaume-Uni précise qu'un bataillon compte entre 500 et 1000 soldats. Il suffit de voir les pertes russes quotidiennes pour comprendre le problème de Poutine dans le Donbass actuellement. Prenons les 24 heures précédant le 30 juillet. La Russie a perdu 1360 soldats en une seule journée, ce qui équivaut à entre 1,5 et presque 3 bataillons, selon les chiffres. Élargissons notre champ d'analyse. Juin a été un mois terrible pour la Russie, un record en 2026. En termes de pertes, puisque l'Ukraine a infligé 39 490 pertes à la Russie au cours du mois. Divisez ce chiffre par 30 et vous obtenez en moyenne 1316 pertes par jour. Perdre environ 2 bataillons par jour dans le Donbass n'est pas un cas isolé pour la Russie. C'est la norme. Procédure opérationnelle standard pour une campagne du Donbass qui passe d'un désastre à l'autre. L'offensive de printemps à Donetsk a échoué. À la fin d'une saison censée permettre de prendre une partie de la ceinture de forteresse, les forces russes avaient à peine progressé, et elles étaient en pleine retraite. Ailleurs en Ukraine, comme à Dnipropetrovsk et à Zaporizhzhia, là où les contre-attaques ukrainiennes ont libéré des centaines de kilomètres carrés. Comme l'explique Ivan Timochko, chef du conseil des réservistes des forces terrestres ukrainiennes, ils affirmaient que Poutine risquait tout, qu'il fallait abandonner la région de Donetsk, car les Russes perceraient et seraient près de Kiev. Et maintenant, la campagne de printemps a échoué. Nous sommes à environ 2 mois de la campagne d'été au moment où nous parlons, et nous savons qu'à la fin du mois d'août, nous livrerons le même message. Comme au printemps, la campagne d'été de Poutine dans le Donbass échouera. En définitive, ces campagnes, et les 2 premiers mois de 2026, n'ont jusqu'ici apporté que peu à la Russie. L'ISW l'a révélé dans son évaluation du 22 juillet concernant la campagne offensive de la Russie. À ce stade de l'année, l'ISW a estimé que les forces russes n'avaient conquis qu'un total net de 81,1 km² de l'Ukraine en 2026. Nous ne faisons pas d'erreur ici. 81,1 km². Une contre-offensive ukrainienne qui a repris 626,85 km² a considérablement réduit ce chiffre. Mais même en retirant cela de l'équation, la Russie n'aurait gagné qu'environ 700 km², grâce à une offensive censée permettre de s'emparer du Donbass. C'est pathétique. Cela montre clairement que l'armée de Poutine est à bout de souffle. Pour expliquer la situation, comparons les précédentes campagnes russes dans la région de Donetsk à la situation actuelle. La Russie a remporté de nombreux succès dans la région au cours des premières années de la guerre. Le point culminant pour les forces de Poutine fut la prise de Bakhmout. Cette bataille a été sanglante, coûtant à Poutine des milliers de soldats, mais la Russie a pu engager toute la puissance de ses unités mécanisées, alors que l'Ukraine n'avait pas encore la stratégie de zone de destruction par drone actuelle. Maintenant que la Russie tente de progresser dans des villes bien plus grandes que Bakhmout, les choses sont très différentes. Ce ne sont pas seulement les drones FPV qui tuent des milliers de soldats, souvent avant la ligne de front. La campagne ukrainienne contre la logistique russe dans l'arrière immédiat, aidée par une nouvelle génération de drones de frappe à moyenne portée, a vraiment mis à mal l'offensive russe sur Donetsk. Lors des attaques de Poutine sur Bakhmout et pendant la campagne contre Pokrovsk, les soldats ne faisaient pas face à une pénurie de carburant. Ils disposaient de blindés utilisables, ainsi que des véhicules pour transporter troupes et fournitures sur tout le front. Aujourd'hui, la Russie doit faire face au fait que ses 10 principales raffineries sont toutes endommagées. Ferrar affirmant que la production totale de carburant de ces raffineries a diminué de 65%. Ce type d'action a un fort impact sur le champ de bataille. Les soldats, autrefois en véhicule, doivent désormais marcher, devenant ainsi des cibles faciles pour les drones. La Russie ne peut plus mener d'assaut mécanisé majeur et doit désormais compter sur des infiltrés pour créer des zones grises, ce qui ralentit fortement ses avancées. Et lorsque 2 bataillons sont anéantis chaque jour, cela ne fait qu'aggraver la situation, ce qui conduit à ce que nous voyons aujourd'hui à Donetsk et dans l'ensemble de la région du Donbass. L'effondrement total de l'offensive russe. Ce que nous voyons ici, c'est une armée russe à bout de souffle dans le Donbass. Mais le pire pour la Russie, c'est que Poutine ne sait même pas ce qui se passe. Il peut sembler étrange que le dirigeant russe fasse des déclarations extravagantes, comme affirmer la prise de Konstantinivka, alors qu'elles sont aisément démenties. Poutine fait ces déclarations pour une raison, pas seulement pour donner une illusion de puissance. Vous saurez bientôt la raison, mais d'abord, rappel, vous regardez l'émission Militaire.
C'est ce type d'analyse que vous attendez. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos quotidiennes. Poutine doit paniquer à cause du Donbass, non ? Aucune de ses échéances n'est respectée, donc il doit comprendre que cela ne va pas. Peut-être réalise-t-il que ce n'est pas bon pour la Russie actuellement. Il est probable qu'il ignore l'ampleur de l'échec de son offensive dans le Donbass. Pourquoi ? Alors que Poutine exige des progrès, ses généraux complotent pour cacher la réalité à leur chef. Après tout, ce sont eux qui risquent leur vie s'ils doivent approcher Poutine et dire « Monsieur ». En réalité, Konstantinivka n'est pas tombée. Nous sommes loin de la prendre, et nous avons à peine entamé la ceinture de forteresse. On dit de ne pas s'en prendre aux messagers, mais rien n'empêche qu'il y ait un accident en passant par une fenêtre ouverte. Poutine a consolidé son pouvoir en s'entourant de courtisans et de menteurs. Ses principaux généraux ne considèrent pas que gagner la guerre fait partie de leur travail. Ils existent pour plaire à Poutine. Et rendre Poutine heureux, lorsqu'il pose des questions sur Donetsk, implique de lui mentir. Nous ne sommes pas les seuls à l'affirmer. En juin, le Financial Times a interrogé 2 ex-hauts responsables du Kremlin. Tous deux ont confirmé que Poutine vit de plus en plus dans l'illusion quant au progrès de la Russie en Ukraine et à ses avancées technologiques, car ses supérieurs lui mentent. Valéry Gerasimov, qui est le chef d'état-major général de l'armée russe, est l'architecte de l'illusion qui entoure Poutine. Le dirigeant russe fait tellement confiance à cet homme qu'il demande 3 briefings par jour à Gerasimov. Comme l'a noté l'un des anciens responsables du Kremlin, Poutine est fortement sous l'influence des militaires, qui sont vraiment doués pour le manipuler. Il en est conscient, mais il les croit vraiment et les laisse faire. Cette illusion pousse Poutine à faire des déclarations extravagantes, comme sur Konstantinivka, ou sur le fait que les soldats russes n'ont pas à craindre de perdre l'accès à Starlink. Car la Russie possède un équivalent, peut-être même supérieur à certains égards. Le projet Internet par satellite Razvet. Ce projet a lancé ses 16 premiers satellites en mars 2026. Et il n'est même pas encore opérationnel. Starlink compte plus de 10 200 satellites. Dans quel monde Razvet se compare à Starlink ? C'est celui de Poutine seul, sans doute car ses courtisans lui ont assuré que Razvet égalera Starlink, ce qui est le vrai problème de Poutine. Malgré toutes ces grandes déclarations sur le Donbass, il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement pour la Russie sur le front. C'est pourquoi Poutine surestime constamment le potentiel de la Russie et ses chances de gagner en Ukraine. Il dit surveiller les informations de plusieurs sources, dont les blogueurs militaires russes. Poutine n'écoute vraiment que ceux qui sont les plus proches de lui. Pas des personnes de confiance, mais des individus qu'il contrôle et qui lui disent ce qu'il veut entendre, comme Gerasimov. Et à mesure qu'il s'enfonce davantage dans son illusion, l'armée russe s'effondre, pas seulement sur le front. La machine de guerre de Poutine s'effondre sous les frappes à longue portée des drones ukrainiens. Nous avons parlé des raffineries russes et du manque de carburant sur le front de Donetsk. Le problème dépasse largement ce secteur du champ de bataille. Il y a des pénuries de carburant sur l'ensemble du front, et même à l'intérieur de la Russie, car l'Ukraine paralyse l'infrastructure énergétique russe. Les raffineries sont touchées depuis les régions frontalières jusqu'à Omsk, en Sibérie, au cœur de la Russie. Les drones ukrainiens ont dû parcourir plus de 2500 km pour cette frappe en particulier. Ce qui nous montre que l'Ukraine est désormais capable de frapper presque n'importe quelle cible stratégique en Russie qu'elle choisit. L'Ukraine cible aussi souvent des dépôts de pétrole, bloquant le transport de carburant. Elle isole la Crimée en frappant des camions-citernes dans les territoires occupés et en attaquant des navires de la flotte fantôme en mer d'Azov et mer Noire. Le 9 juillet, Pravda a rapporté que l'Ukraine avait mis hors service jusqu'à 40% de la capacité totale de raffinage de la Russie, en tenant compte des raffineries à la fois dans et en dehors des 10 principales raffineries mentionnées par Ferrat. L'Ukraine a également commencé à frapper les réseaux logistiques à l'intérieur même de la Russie, comme nous l'avons vu avec ses attaques contre Wildberry. Plus de 15% des entrepôts de cette entreprise ont été détruits au 30 juillet, rapporte l'UNN. C'est la manière de l'Ukraine de punir le peuple russe, et de se venger d'une société fournissant du matériel militaire et des drones aux soldats de Poutine. La colère règne partout en Russie. Les gens se battent dans les rues parce qu'ils ne peuvent pas acheter de carburant. Alors on peut seulement imaginer la tension qui règne sur le front. Les photos de la campagne de blocus logistique de l'Ukraine, montrant des drones de frappe à moyenne portée s'abattre sur les convois russes, expliquent pourquoi les forces russes au front sont si mal équipées. Difficile de partir au combat avec carburant, nourriture et équipements détruits, loin de leur destination. Tous ces problèmes touchent la Russie en même temps. Quelle que soit l'initiative que Poutine pensait avoir dans le Donbass au début de 2026, elle s'est évaporée. Les coûts explosent, tant en milliards de dollars dépensés, qu'en vies humaines sacrifiées à Donetsk. Les pertes russes sont désormais telles que les 27 000 volontaires recrutés chaque mois ne suffisent plus à les compenser.
L'Ukraine est également devenue plus efficace. Elle construit des drones par millions, avec 500 000 drones d'attaque FPV fabriqués chaque mois. La prolifération massive de ces drones explique en grande partie pourquoi la Russie subit désormais 8 pertes pour chaque blessé ou mort ukrainien, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Une chose est évidente, Poutine doit changer quelque chose, mais il ne le fera pas. Même avec la réalité déformée qu'il a créée autour de lui, le dirigeant russe sait qu'il y a un problème dans le Donbass. Tout ce qu'il peut espérer maintenant, c'est que l'Occident cesse de soutenir l'Ukraine, ou que l'Ukraine change fondamentalement sa façon de neutraliser autant d'offensives russes. Aucune de ces perspectives ne semble probable. Au lieu de collaborer avec ses commandants pour changer les choses, Poutine refuse de réformer le système corrompu qu'il a mis en place, car ce système l'a toujours servi. Pourtant, l'échec de l'armée russe ne peut pas être ignoré. Même s'il semble en savoir peu, Poutine sait au moins qu'une campagne qu'il affirmait pouvoir terminer en quelques jours, mais qui dure maintenant depuis près d'une demi-décennie, le met en danger. La paranoïa a remplacé la politique. Le dirigeant russe passe maintenant la majorité de son temps caché dans des bunkers, loin de ceux qui voudraient le destituer après les échecs russes à Donetsk et ailleurs. La sécurité personnelle autour de Poutine a été renforcée en 2026, alors que Poutine confie davantage de pouvoir au FSB russe. Les collaborateurs de Poutine, comme ses chefs et gardes du corps, ne peuvent plus prendre des transports publics, ni utiliser de téléphone avec Internet. Toute visite à Poutine impose 2 contrôles de sécurité pour garantir l'absence de danger, selon CNN. Tout ce que fait Poutine ici, c'est s'isoler du désastre qu'il a lui-même créé. Rien de tout cela ne changera ce qui se passe dans le Donbass. Au contraire, la situation là-bas ne fera qu'empirer. Personne n'ayant le courage de dire la vérité à Poutine ne pourra franchir les différents niveaux de sécurité. Ils seront arrêtés dès que les sbires de Poutine comprendront qu'ils risquent de contrarier un homme obsédé par le contrôle et refusant la réalité. Quant à Donetsk, la région ne tombera pas sous l'emprise de Poutine d'ici la fin 2026, ni d'ici la fin 2027 ou 2028. Selon Al Jazeera, au rythme actuel, il faudrait environ 14 ans aux forces de Poutine pour capturer Donetsk. Si ce n'est pas le signe de l'effondrement total d'une offensive censée livrer le Donbass à Poutine d'ici fin août, alors nous ne savons pas ce que c'est. La soi-disant opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine a été barbare, brutale et meurtrière. Évidemment pour l'Ukraine, mais aussi pour le peuple russe. Incapable de dépasser les tactiques soviétiques, où les soldats restent de la chair à canon, sacrifiés pour le bien commun. La Russie a déjà sacrifié 1 440 000 soldats, et ce chiffre continue d'augmenter. Et il est probable qu'elle aura largement dépassé le cap des 1 500 000 d'ici la fin de 2026. La guerre de Poutine a coûté très cher à la Russie. Maintenant, Poutine prépare quelque chose qui va dévaster tout le pays. Un sacrifice si sombre qu'il ferait détourner le regard, même à Staline se prépare. 500 000 Russes viennent d'être avertis, alors que Poutine se prépare à prendre la décision la plus horrible qu'il ait prise jusqu'à présent dans la guerre en Ukraine. Le 27 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé l'avertissement. La Russie se prépare à enrôler de force jusqu'à 500 000 soldats. Tout cela pour que Poutine puisse poursuivre une guerre qui a déjà échoué à atteindre tous les objectifs qu'il s'était fixés en 2022. Il s'agit d'une mobilisation à une échelle encore jamais vue depuis le début du conflit, alors que Poutine s'apprête à dire à son peuple qu'il doit sacrifier encore plus qu'il ne l'a déjà fait, pour que sa vision d'une Ukraine soumise devienne réalité. Zelensky avertit que Poutine n'est pas prêt à finir la guerre, et prend des mesures pour mettre en œuvre une mobilisation aussi discrètement que possible, afin d'éviter la colère de son peuple. Il le fera début octobre, si nous ne lui créons pas de problèmes de logistique, d'armes, d'essence et de diesel, et si nos partenaires n'imposent pas de sanctions totales pour son agression, a déclaré Zelensky. Ce mois est important. Poutine le choisit pour une raison. Entre le 18 et le 20 septembre, la Russie organisera ses premières élections à la Douma d'État depuis que Poutine a lancé son invasion. Le nouveau centre des stratégies eurasiennes indique que 450 députés seront élus à la fois par liste de parti et par circonscription uninominale. La Russie profite aussi de ces élections pour mettre en avant sa supposée emprise sur le territoire ukrainien occupé. Le vote aura lieu dans 11 circonscriptions uninominales que la Russie a créées dans les territoires occupés, dans une tentative flagrante de forcer la population ukrainienne à participer au processus parlementaire russe. Ces élections, censées montrer la force, sont aussi un risque pour Poutine, même s'il a toujours été techniquement indépendant. Poutine entretient depuis longtemps des liens étroits avec le parti Russie Unie, au pouvoir en Russie. Pour ses prochaines élections, ce parti fait ouvertement campagne avec Poutine, pour la première fois depuis près de 20 ans, rapporte le Financial Times.
Poutine montre clairement où sont ses intérêts, et il voudra obtenir le meilleur résultat possible pour Russie unie en septembre. Déclencher une mobilisation auprès de la population électorale à n'importe quel moment avant ces élections pourrait provoquer une catastrophe politique pour Poutine. Il attendra donc jusqu'en octobre. Une fois qu'il aura ce que lui et Russie unie souhaitent, il enverra plus de Russes réticents sur le front en Ukraine, infestés de drones. Poutine prépare la mobilisation depuis un moment. Déjà, en février 2026, United 24 Media a rapporté qu'une législation adoptée vers la fin de 2025 a ouvert la voie au ministère russe de la Défense pour puiser dans une armée de réserve forte de 2 millions d'hommes. Selon le média, les bureaux de recrutement ont procédé à une levée de réservistes. L'élément clé de cette nouvelle loi est qu'elle modifie la manière dont la Russie utilise ses réservistes. Depuis le début de l'invasion d'Ukraine, le Kremlin affirme que les réservistes servent seulement à protéger les infrastructures critiques en Russie. Il est difficile de vérifier cette affirmation, mais maintenant cela n'a plus d'importance. La loi de 2025 ouvre la porte à l'envoi de ces réservistes en Ukraine si Poutine décide que c'est nécessaire. Une base pour la mobilisation a été posée. Aujourd'hui, les propos de Zelensky sur une mobilisation imminente sont soutenus par d'autres mesures en cours. Le 27 juillet, Militarny a rapporté que Poutine avait accordé au ministère de la Défense russe l'accès aux données du registre civil de la Russie à des fins d'enregistrement militaire. Encore une fois, le Kremlin essaie de cacher ce qu'il fait ici. Il affirme que cette mesure a été prise pour simplifier le processus de soutien au personnel militaire et à leurs familles. Des amendements ont été apportés à l'article 13 de la loi russe sur l'état civil, autorisant le ministère de la Défense à recevoir des informations du registre civil pour fournir plus rapidement les garanties sociales et compensations au personnel militaire, aux anciens combattants et à leurs familles, selon Militarny. Mais derrière cela se cache une réserve. Les données auxquelles le ministère peut désormais accéder seront également utilisées à des fins d'enregistrement militaire. En d'autres termes, le Kremlin a donné au ministère de la Défense, ainsi qu'à la garde nationale russe, l'accès à une base de données civile qui permet essentiellement aux deux de traquer les réservistes avant une conscription forcée. D'autres signes indiquent qu'une nouvelle mobilisation russe approche. Avant ce changement de loi, les autorités régionales russes organisaient déjà des formations pour préparer une mobilisation de masse. La première de ces sessions a été enregistrée à Volgograd, bien que des représentants de Rostov, de Kalmoukie, d'Astrakhan, ainsi que des régions occupées de Crimée, de Louhansk et de Donetsk aient également participé. Donc si nous cherchons des indices sur l'endroit où la Russie commencera probablement à mobiliser des soldats, cette région serait probablement un bon point de départ. Le 27 juillet, UA.News a également rapporté que la garde nationale russe a apporté une modification intéressante à ses règlements de défense civile. Ces modifications visent à protéger la Russie contre les menaces lors de la mobilisation, de la loi martiale et en temps de guerre. En d'autres termes, la garde nationale russe s'assure d'avoir les structures juridiques en place pour réprimer les manifestations et autres soi-disant menaces qui pourraient découler de la décision de Poutine de mobiliser des soldats. Les preuves s'accumulent. Poutine attend la fin des élections à la Douma d'État pour l'annoncer. Mais il prépare une mobilisation qu'il avait promis d'éviter. Le Kremlin continue pourtant de faire cette promesse. En réaction aux propos de Zelensky, des membres de la Douma d'État russe ont nié qu'une mobilisation soit en préparation. Le chef du comité de défense de la Douma d'État, Andrei Kartapolov, a précisé « J'ai entendu que Zelensky avait évoqué cela. Je pense simplement qu'il a trop fait la fête ce week-end, laissant son imagination s'emballer. » Kartapolov a ensuite affirmé que la principale méthode de la Russie pour renforcer ses effectifs militaires reste et restera le recrutement de volontaires qui signent des contrats avec l'armée russe. À ce sujet, M. Kartapolov. Le simple fait que la Russie compte sur le recrutement de volontaires nous donne un signe de plus que Zelensky a raison et qu'une vague de mobilisation approche. Le recrutement de volontaires ne s'est pas très bien passé pour la Russie en 2026. Le 4 mai, la Pravda a rapporté que la Russie avait enregistré son 5e mois consécutif où elle perdait plus de soldats en Ukraine qu'elle n'était capable d'en recruter pour reconstituer ses effectifs. Entre décembre 2025 et le 26 avril, la Russie avait réussi à recruter 148 400 personnes, mais en avait perdu 156 735, ce qui laissait un déficit de un peu plus de 8000. Le Kyiv Independent avance d'autres chiffres, citant le discours du 25 juillet de Volodymyr Zelensky couvrant l'année 2026 à ce jour. Le président de l'Ukraine affirme que la Russie a subi 225 500 pertes jusqu'à présent cette année, et a enrôlé 221 000 personnes, donc le déficit est plus faible, mais il existe toujours. Cela montre que les recruteurs de Vladimir Poutine doivent puiser à plusieurs reprises dans un vivier qui s'épuise, sans que la Russie fasse face à une vraie crise de recrutement. Mais alors que le nombre de morts mensuels continue de grimper, avec le mois de juin qui bat des records pour l'Ukraine en 2026, avec 39 490 pertes russes, rien que ce mois-là,
Le problème qui existe déjà va s'aggraver. La Russie commence à manquer de personnes prêtes à accepter d'énormes primes en échange de mourir en Ukraine. Ce qui laisse Poutine désespéré. Tellement désespéré qu'il a déjà tout préparé pour la mobilisation. Ce qui va suivre est presque inévitable. Face à des pertes russes de plus en plus intenables, Poutine tente d'épuiser toutes ses options jusqu'en octobre. Le média United 24 rapporte que la Russie souhaite l'arrivée de 30 000 soldats nord-coréens et de nouveaux lance-missiles de ce pays sur son sol. Zelensky affirme à nouveau que la Russie a préparé des installations dans la région de Voronezh pour accueillir les soldats nord-coréens attendus. C'est une menace pour l'Ukraine, mais aussi ailleurs. La Russie aide la Corée du Nord à apprendre à faire la guerre, améliorer ses armes et acquérir une expérience de combat. Cela menace tous ceux en Asie à porter des missiles nord-coréens, a déclaré Zelensky. C'est peut-être une menace, mais cela montre aussi que la Russie manque de soldats pour l'arrière. Des réservistes occupaient ce genre de poste. Peut-être qu'un autre signe indique que ces réserves vont être envoyées au front. Le Kiev Post précise que la Russie élargit aussi son recrutement en prison, via une loi augmentant le nombre de personnes intégrables dans l'armée. La Russie, désormais très désespérée, envisage d'envoyer d'autres condamnés pour crimes organisés et mauvaise gestion de secrets d'État, en plus des meurtriers, violeurs et toxicomanes déjà envoyés depuis ses prisons en Ukraine. Envoyer ceux qui ont mal géré des secrets d'État, c'est intelligent. Il est certain que l'Ukraine ne pourra pas retourner ces personnes contre la Russie. Rien de tout cela ne sera suffisant. 30 000 soldats nord-coréens représentent environ 1 mois de perte pour la Russie. Le recrutement en prison est déjà pratiqué. Ajouter de nouveaux types de criminels à la liste n'aura pas l'impact nécessaire sur les effectifs russes dont Poutine a besoin. Le recrutement de volontaires pose problème. La Russie est en difficulté depuis fin 2025 et tout 2026. La mobilisation est inévitable. Poutine se prépare à faire quelque chose de dévastateur pour son propre peuple. Mais à quel point cela sera-t-il dévastateur ? Et ce sacrifice forcé sera-t-il suffisant pour permettre à la Russie de franchir le cap et, au minimum, de capturer Donetsk ? Avant de répondre, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas activé les notifications, c'est le moment idéal pour cliquer sur les boutons, puis revenir à la vidéo. La mobilisation imminente de la Russie aura 2 conséquences majeures. Elle modifiera la situation sur le front et entraînera de graves problèmes internes. Côté front, l'Ukraine n'a aucune illusion. L'arrivée de 500 000 soldats est une très mauvaise nouvelle. Toute la stratégie de l'Ukraine vise à infliger tant de pertes aux forces et équipements russes que Poutine soit contraint de négocier la paix. Cela se reflète dans toutes ses actions. Les vastes zones létales entraînent de lourdes pertes. Les frappes en Russie affaiblissent l'économie et la machine de guerre de Poutine. Et avec les drones de moyenne portée, l'Ukraine ruine la logistique russe et crée des opportunités pour des contre-attaques. Si la Russie envoie 500 000 soldats en Ukraine, cette stratégie ne disparaît pas. Cependant, cela devient plus difficile à appliquer, car la Russie comblera les brèches, renforcera les défenses, et enverra plus de troupes contre les fortifications ukrainiennes. Si cela réussit, comme le souhaite Vladimir Poutine, cela pourrait accélérer la conquête des villes fortifiées de Donetsk. Cependant, la Russie a un problème, et ce problème, comme l'explique Volodymyr Zelensky, recruter de force. 500 000 soldats paraît idéal pour Vladimir Poutine sur le papier. Cependant, d'importants problèmes opérationnels apparaîtraient, dont beaucoup sont liés à l'infrastructure que la Russie doit mettre en place pour rendre ses conscrits efficaces. Volodymyr Zelensky affirme qu'il ne pourra pas préparer rapidement ces personnes. Cela signifie encore une fois qu'il enverra des personnes mal préparées sur le champ de bataille, et cela signifie à son tour de lourdes pertes. Vladimir Poutine obligera les commandants à envoyer des soldats mal entraînés et non préparés au front. Beaucoup de mobilisés par Vladimir Poutine sont réservistes, mais la plupart manquent une formation de base et ignorent l'enfer de drones qui les attend en Ukraine. On leur demandera de préparer leurs affaires, s'entraîner quelques jours, puis partir. Si vous pensez que nous exagérons, détrompez-vous. La piètre qualité de la formation en Russie est connue depuis longtemps. Dès mai 2025, l'Institut pour l'étude de la guerre rapportait que la Russie avait commencé à compter sur la tactique simple et stupide d'envoyer des recrues à peine formées à l'assaut. L'idée est simple, ces recrues ne peuvent pas faire grand-chose offensivement, mais elles peuvent encaisser les balles et obliger l'Ukraine à épuiser ses drones. Une fois mort, il ne joue qu'un petit rôle, en aidant la Russie à percer les fortifications par sa propre version sanglante de la guerre d'usure. Debris a apporté un rapport de United 24 Media, révélant que certains soldats russes ont à peine 5 jours d'entraînement avant d'être envoyés au front. La Russie propose seulement une formation rapide pour devenir une victime. Si, jusqu'à 500 000 soldats doivent soudainement être préparés à la guerre,
Les terrains d'entraînement déjà sous pression ne pourront pas suivre. Les mobilisés auront de la chance s'ils reçoivent ne serait-ce que les quelques jours d'entraînement que les recrues reçoivent actuellement. Poutine ne s'en souciera pas bien sûr. Pour lui, les mobilisés ne sont même pas vraiment humains. Ils ne sont que de la chair à canon, qu'il peut utiliser pour écraser les défenses de l'Ukraine, en sacrifiant des hommes. Les victimes n'ont aucune importance pour Poutine. Ni les sacrifices des soldats et de leurs familles restés au pays. Poutine cherche seulement à utiliser le peuple russe pour garantir son héritage comme l'un des grands chefs de guerre du pays. Mais Poutine devrait se soucier de l'effet du sacrifice qu'il exige. Aussi importante que soit la mobilisation sur le front, l'impact qu'elle aura sur la Russie elle-même pourrait suffire à mettre fin au règne de Poutine. Revenons à septembre 2022. Après l'échec de l'opération militaire spéciale à renverser l'Ukraine aussi vite que Poutine l'avait annoncé, la Russie faisait face à un problème. L'Ukraine ripostait avec force. Les soldats engagés dans l'invasion étaient insuffisants, l'armée russe nécessitait donc un afflux de nouvelles troupes. Une mobilisation partielle a été la solution retenue par Poutine. Les rapports mentionnaient que la Russie avait mobilisé 300 000 réservistes lors de cette mobilisation partielle, et de nombreux problèmes anticipés par Zelensky pour la deuxième vague sont survenus. Identifier, former et évaluer tous ceux qui devaient entrer en Ukraine a pris beaucoup de temps, retardé par la bureaucratie que la Russie a tenté de réduire avec ses nouvelles lois. Mais ce qui préoccupait surtout Vladimir Poutine, c'était la réaction du peuple russe. Cette première mobilisation s'est déroulée alors que le soutien à l'invasion de l'Ukraine et à Vladimir Poutine restait élevé. Et même dans ces conditions, en septembre 2022, des manifestations ont éclaté dans toute la Russie et, selon Newsweek, a poussé des dizaines de milliers de Russes à fuir leur propre pays pour éviter de devoir servir dans l'armée. Nous voilà près de 4 ans plus tard et Vladimir Poutine semble vouloir recommencer, mais à une échelle encore plus grande. Sauf qu'il fait ses plans alors que l'appétit pour la guerre en Russie diminue, tout comme sa propre popularité. Le peuple de Vladimir Poutine est frustré par la guerre en Ukraine, comme le montrent les sondages d'un rapport du 1er juillet. TVP World a indiqué qu'une enquête menée par l'Institut ukrainien de la conflictologie et de l'analyse de la Russie avait révélé que 81% des Russes souhaitent une fin immédiate de la guerre en Ukraine. La même enquête a également révélé que 73% des 1600 personnes interrogées s'opposent à une seconde vague de mobilisation. La cote de popularité de Vladimir Poutine est également en baisse. Le 20 juillet, United 24 Medi a publié les derniers sondages du Centre russe de recherche sur l'opinion publique, aligné sur le Kremlin et manipulant ces chiffres en faveur de Vladimir Poutine, a relevé que seuls 65,1% des Russes approuvent l'action de Vladimir Poutine. C'est un point bas pour 2026, montrant que les Russes commencent à se lasser de la guerre. Même si 65,1% paraît élevé, souvenez-vous que ce chiffre vient d'un institut de sondage contrôlé par le Kremlin. Et beaucoup de Russes hésitent à exprimer leur désapprobation, par crainte d'une visite de la police secrète russe. Pour n'importe quel autre dirigeant mondial, un taux d'approbation de 65,1% serait excellent. Pour Poutine, dictateur à la tête d'un état policier, c'est un signe flagrant de son impopularité. C'est dans cette poudrière que Poutine prévoit de jeter l'allumette enflammée d'une nouvelle vague de mobilisation. L'économie russe est déjà en train de s'effondrer, alors que le déficit budgétaire du pays a atteint près de 77 milliards de dollars, forçant le Kremlin à demander des prêts à la Banque centrale pour financer les dépenses de guerre de Poutine. La pénurie de main-d'œuvre a atteint un niveau historique, selon United 24 Media, le 5 juin. Cela complique l'attraction d'investissements étrangers, car rien ne garantit que la Russie pourra fournir les travailleurs nécessaires aux entreprises. Poutine veut maintenant retirer jusqu'à 500 000 personnes de Russie pour les envoyer en Ukraine. Un sacrifice trop lourd pour la Russie. Cette décision finira par se retourner contre Poutine. Il y a une raison pour laquelle les lois sur la garde nationale sont en train d'être réécrites et des sessions d'entraînement sont organisées pour s'assurer que les régions russes sont prêtes pour la mobilisation. Rien de tout cela n'a à voir avec le processus de mobilisation lui-même. Poutine et ses acolytes savent que la mobilisation provoquera des protestations, un exode de réservistes russes et un mécontentement bien plus fort qu'en septembre. Le peuple russe est déjà fatigué de la guerre de Poutine. Ils en ont assez de voir des membres de leur famille mourir et de devoir supporter une économie en difficulté, des lignes d'approvisionnement en carburant paralysées et des frappes de drones ukrainiens contre lesquels Poutine semble incapable de les protéger. La mobilisation sera un suicide politique pour Poutine. Attendre jusqu'après les élections de la Douma d'État pour le faire ne changera rien à ce fait. Mais alors, Poutine pense peut-être qu'il a déjà mis le doigt dans l'engrenage, donc autant aller jusqu'au bout. 2026 a vu l'émergence de l'Ukraine comme une puissance de frappe à longue portée. Un nombre record de drones a été envoyé en Russie et dans les territoires occupés, ce qui a entraîné un nombre record de cibles touchées. Si l'année s'arrêtait ici, l'Ukraine aurait déjà connu une année 2026 époustouflante. Mais l'Ukraine a encore plus en préparation, beaucoup plus encore. Ce plan est brutal, c'est plus qu'ambitieux,
Mais si l'Ukraine y parvient, mon gars, ça va être énorme. La liste a été établie, le travail de l'Ukraine est en cours. Ce qui attend la Russie maintenant, c'est la prochaine évolution d'une campagne de frappe en profondeur qui a déjà plongé Poutine dans le désespoir. Le 26 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait la grande annonce. Après une réunion avec les principaux commandants militaires ukrainiens, une nouvelle liste de cibles prioritaires a été établie. Cette liste a été conçue à la fois pour s'appuyer sur le succès de la campagne de frappe en profondeur déjà menée par l'Ukraine, et pour attaquer des cibles que la Russie ne veut absolument pas perdre, et qui n'auraient peut-être même pas été possible de frapper il y a seulement quelques mois. Zelensky affirme que la portée sans cesse croissante des drones ukrainiens a permis l'élaboration de cette liste. Comme l'échec des défenses aériennes russes à stopper les drones visant les raffineries de pétrole et de nombreuses bases militaires et aériennes, où les frappes à longue portée de l'Ukraine ont déjà eu un impact. Nous avons convenu aujourd'hui de poursuivre nos opérations et actualiser la liste des objectifs prioritaires selon l'impact réel sur la Russie et sa capacité à poursuivre la guerre, a déclaré Zelensky, avant d'ajouter « Notre objectif principal est que la pression que nous exerçons à longue distance pousse la Russie vers la diplomatie, en compliquant la production d'armes, de composants, de pétrole et en causant d'autres pertes économiques, pour ramener cette guerre chez elle. » Ainsi, l'Ukraine a un double objectif. Ramener la guerre aux portes de la Russie et pousser Poutine à négocier la paix. Nous allons bientôt évaluer la faisabilité de ces objectifs. Quant à la liste elle-même, elle a été rédigée non seulement par Zelensky, mais aussi par le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhailo Drapachy, le chef d'état-major général, Ihor Skobek, et le ministre de la Défense par intérim, Yevgeny Kamara. Les contributions de Drapachy sont sans doute les plus intéressantes. N'ayant été nommé nouveau commandant en chef de l'Ukraine que le 22 juillet, remplaçant Oleksandr Syrski sortant, il est certain d'avoir de nombreuses idées sur ce que l'Ukraine peut frapper pour affaiblir la Russie sur le front et mettre plus de pression sur Poutine chez lui. C'est la première chance pour Drapachy de montrer sa valeur. Seul le temps dira si les cibles prioritaires qu'il a aidé à désigner changeront la donne pour l'Ukraine. En parlant de ces cibles, la grande question maintenant est aussi la plus évidente. Qu'est-ce que l'Ukraine prévoit de frapper ? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Zelensky et ses collaborateurs n'ont pas révélé ce qui figure sur la liste. Cela ne devrait pas surprendre. Dire à la Russie que l'Ukraine prévoit de frapper telle ou telle cible donne simplement au Kremlin l'occasion de déployer autant de systèmes de défense aérienne que possible sur cette cible. On pourrait soutenir que c'était une occasion pour l'Ukraine de révéler une fausse liste, forçant la Russie à déployer ses défenses aériennes loin des cibles réelles. Peut-être l'Ukraine juge-t-elle cette manœuvre trop risquée. Il vaut mieux tout cacher jusqu'à ce que les drones volent et que les incendies se déclarent. Cependant, nous avons peut-être quelques indices sur ce que l'Ukraine veut frapper en nous basant sur ce qu'elle a déjà attaqué en 2026. Cette année, l'Ukraine a mené une vaste stratégie de frappe en profondeur visant raffineries et infrastructures énergétiques, des usines militaires, défense aérienne, centres logistiques, ainsi que le réseau électrique de la Crimée occupée, ciblés régulièrement par des drones longue portée. L'Ukraine a aussi mené la destruction systématique de navires de la flotte fantôme, en mer d'Azov et mer Noire, en juillet, atteignant un total de 192 navires touchés au 22 juillet. Et bien sûr, il y a Wildberries, la fameuse entreprise. La version russe d'Amazon a essuyé une véritable tempête de frappes, qui ont détruit environ 1/10 des entrepôts et des stocks de l'entreprise. Selon un rapport de Newsweek du 27 juillet, ces frappes ont déjà causé des dégâts de plusieurs milliards de dollars. L'Ukraine veut avant tout infliger un maximum de dégâts économiques à la Russie. On peut donc supposer qu'au moins certaines cibles prioritaires ont une dimension économique. D'autres installations Wildberries pourraient être prises pour cible. Après tout, il reste 90% du réseau logistique de l'entreprise à atteindre. Cela laisse encore des milliards de dollars de dégâts à infliger à une entreprise prise pour cible parce qu'elle vend du matériel militaire, des drones et des composants utilisés par les soldats russes. Nous pensons que d'autres raffineries figurent aussi sur la liste. Le 25 juillet, l'Ukraine a frappé la raffinerie de pétrole de Tyumen, située à environ 2000 km du front. Ici, on constate l'impressionnante portée actuelle des drones ukrainiens. Cela signifie que certaines raffineries autrefois inaccessibles pourraient maintenant devenir des cibles prioritaires. Gardez la portée en tête, nous y reviendrons. D'autres indices sur les cibles que l'Ukraine pourrait viser figurent dans le rapport du Kyiv Independent sur la nouvelle liste de Zelensky. La profondeur stratégique, autrefois avantageuse pour la Russie, devient désormais un problème pour sa direction politique et militaire. Car la plupart des défenses aériennes russes sont regroupées près de Moscou, des résidences gouvernementales, du pont de Crimée et de zones de Saint-Pétersbourg, selon le média.
le président ukrainien déclare. Cependant, les drones ukrainiens ont prouvé à de nombreuses reprises qu'ils pouvaient surmonter ces défenses pour atteindre leur cible. Cela nous donne deux options. Volodymyr Zelensky a sans doute cité ces lieux car ils sont prioritaires. L'Ukraine souhaite isoler la Crimée, donc attaquer le pont de Kertch reliant la Crimée au continent russe est logique. Frapper des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est aussi avantageux pour l'Ukraine, car ce sont les deux villes clés pour Vladimir Poutine. La capitale de la Russie et la ville natale de Vladimir Poutine devraient être les mieux protégées en temps de guerre. Toute attaque contre elle nuit donc à sa réputation de défenseur du peuple russe, ce qui est aussi important que la douleur économique causée par d'autres frappes ukrainiennes. L'Ukraine pourrait aussi surveiller les mouvements des défenses aériennes russes. Poutine renforce ses défenses aux endroits que Zelensky mentionne. Cela pourrait signifier que d'autres cibles, auparavant considérées comme inaccessibles, sont désormais à la fois à portée et ne disposent pas des défenses nécessaires pour se protéger. Des rapports indiquent que la Russie a déplacé des défenses aériennes de l'Arctique pour protéger les sites jugés prioritaires par Poutine. Zelensky a aussi déclaré que la Russie déplace des systèmes de défense aérienne dans le pays. Ce qui suggère que l'Ukraine connaît l'origine de ces systèmes, et donc quelles cibles sont désormais plus vulnérables. Ces nouvelles cibles vulnérables sont peut-être désormais prioritaires, tandis que Poutine cherche à se protéger, lui et un petit groupe de Russes, grâce aux défenses aériennes. Nous devrons attendre et voir. Zelensky a aussi averti la Russie qu'elle ne pourra pas empêcher ce qui arrive. Le président ukrainien a évoqué les chiffres. Plus de 1000 missions de frappe à longue portée ont été menées avec succès par l'Ukraine depuis le lancement de sa campagne de frappe à longue portée, plus tôt en 2026. Ces frappes vont de plus en plus en profondeur. La frappe sur la raffinerie de Toumen n'était pas un record. Ce titre revient à une attaque quelques jours plus tôt contre celle d'Omsk, située à environ 2500 km de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et selon Zelensky, des limites de portée de ces drones n'ont même pas encore été atteintes. L'Ukraine peut désormais frapper des cibles situées à 3000 km ou plus, ce qui met l'Oural, la Sibérie et bien d'autres régions au-delà de Moscou dans la ligne de mire. Encore une fois, tout cela concerne le message. Zelensky veut que Poutine comprenne que l'immensité qui a été la grande force de la Russie dans tant de guerres auparavant est devenue un handicap. La Russie doit déplacer ses défenses aériennes, car elle n'en a pas assez pour tout protéger. À mesure que la portée des drones ukrainiens croît, la liste des cibles potentielles s'allonge. Cela permet de choisir de nouvelles cibles prioritaires. Actuellement, l'Ukraine préfère maintenir la Russie dans l'incertitude. Compte-t-elle intensifier ses frappes sur Moscou, Saint-Pétersbourg et la Crimée dans cette campagne déjà brutale, ou bien va-t-elle frapper des cibles à des distances encore plus longues, qui sont désormais plus vulnérables que jamais, parce qu'elles n'ont plus de défense aérienne? La Russie ne le saura qu'au moment des frappes. Concernant la portée, ce que Poutine estime devoir défendre va bientôt évoluer. Car l'Ukraine développe des armes à plus longue portée que celles qu'elle a déjà. Cela pourrait vraiment changer la donne. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications afin d'être parmi les premiers à découvrir ce que nous vous réservons sur la chaîne. L'Ukraine a déjà montré qu'elle pouvait frapper des cibles jusqu'à 3000 km de distance. Ce n'est qu'un début, d'autres frappes suivront. Quelques jours avant qu'il ne révèle l'existence de la nouvelle liste ukrainienne de cibles prioritaires. Zelensky a révélé que l'Ukraine travaille activement à étendre la portée de ses drones, afin qu'ils puissent frapper des cibles situées jusqu'à 4000 km de ses frontières. Ce travail doit être achevé avant fin 2026, affirme Zelensky, ajoutant une nouvelle dimension à la liste. Si l'Ukraine gagne, 1000 km de portée, l'extrême-orient russe sera concerné. C'est mauvais pour Poutine. Et cela va empirer. En plus de l'amélioration de 1000 km prévue pour cette année, Zelensky affirme que 2027 verra l'arrivée de drones capables de parcourir entre 5000 et 10 000 km. Le président ukrainien reste discret, à juste titre, sur les détails. Si Zelensky fait une telle déclaration, c'est qu'il a vu une technologie non révélée par l'Ukraine, adressant ainsi un nouvel avertissement à Poutine. L'Ukraine a la liste et pourra bientôt frapper des cibles que Poutine n'aurait jamais imaginé pouvoir être atteintes. En plus de cela, l'Ukraine travaille également sur la création de son propre missile balistique. Ce missile, qui est développé par Firepoint, la société à l'origine de nombreux drones longue portée que l'Ukraine utilise contre la Russie, n'est pas qu'un simple concept. Le 18 juillet, le Kiev Post a rapporté que Firepoint indique que le missile est presque terminé, et qu'il pourrait être prêt à être déployé contre la Russie dès l'automne 2026. En évoquant le nouveau missile de son entreprise, Denis Tchelkounov, propriétaire et concepteur en chef de Firepoint, a affirmé « Les militaires décideront où frapper, mais je pense que ce seront immédiatement des cibles importantes. »
Firepoint développe en réalité 2 missiles balistiques. Le FP7 a une portée allant jusqu'à 200 km, tandis que le FP9 peut frapper des cibles jusqu'à 855 km de l'Ukraine. Encore plus de spéculation pour la nouvelle liste. Certaines cibles prioritaires sont peut-être des sites que l'Ukraine a déjà frappés avec des drones. Mais dès qu'elle aura obtenu des missiles balistiques longue portée, ces sites ne seront plus simplement touchés, mais complètement détruits par des armes bien plus puissantes. Voici ce que nous prévoyons. La liste de priorités de l'Ukraine inclut sûrement des cibles déjà frappées, comme le pont de Kerch, et de nouvelles cibles désormais accessibles en Sibérie et en Extrême-Orient russe, grâce à la portée accrue des drones ukrainiens. Si Firepoint a raison, et que des missiles balistiques seront disponibles dans les 2 prochains mois, nous prévoyons aussi des attaques plus fortes contre les raffineries de pétrole russes frontalières, notamment celles dont les défenses aériennes ont pu être retirées et rapatriées à Moscou. L'arsenal actuel de l'Ukraine se distingue par la diversité de portée et de puissance. Cela met Poutine sur la défensive. L'Ukraine peut frapper presque tout ce qu'elle veut, et Zelensky veut que Poutine le sache, parce qu'au final, l'annonce de la liste des cibles prioritaires ne concerne qu'une seule chose: forcer Poutine à négocier. Zelensky l'a dit dans la citation d'ouverture de la vidéo, et a précisé ce que veut l'Ukraine dans le même message sur Telegram. Nous avons fait toutes les propositions nécessaires à la direction politique de la Russie pour mettre fin à la guerre avec une paix décente. Tous les partenaires savent ce qui est nécessaire. Notre précision contribue efficacement à créer des conditions d'une véritable diplomatie, a déclaré Zelensky. En somme, l'Ukraine a renversé la situation. C'est la Russie qui est censée utiliser des attaques à longue portée pour intimider l'Ukraine et la pousser à capituler. La Russie a pu agir ainsi pendant des années, car l'Ukraine ne représentait pas une menace à longue portée équivalente à celle que la Russie faisait peser. L'Ukraine dispose désormais de cette capacité de frappe à longue portée, et même davantage, ce qui signifie qu'elle peut à son tour devenir celle qui intimide pour forcer Poutine à négocier. Le Télégraphe et The Economist disent que l'objectif final de l'Ukraine est de pousser Poutine à demander la paix. Le premier évoque les frappes en profondeur et la campagne de blocage logistique de l'Ukraine dans les territoires occupés comme moyen de frapper l'armée russe pour pousser Poutine à négocier. Ces attaques ont lieu alors que les avancées russes en Ukraine stagnent, au point que 2026 pourrait devenir la pire année de la Russie en Ukraine. Chaque avancée russe actuelle est lente et coûteuse, accompagnée au prix de milliers de soldats. Chaque jour, une part croissante de la machine de guerre russe est détruite, qu'il s'agisse de raffineries, de cibles en Russie ou de nœuds logistiques dans les régions occupées. The Economist va encore plus loin, affirmant que l'Ukraine tente de menacer Poutine pour l'obliger à négocier la paix. On ne peut pas dire qu'on soit en désaccord. La nouvelle liste de l'Ukraine est une menace aussi claire que tout ce que nous avons vu venir de ce pays. Et c'est une menace soutenue par tous les succès à longue portée que l'Ukraine a connus en 2026, jusqu'à présent. Les menaces de M. Zelensky ne sont pas vaines. L'Ukraine bombarde des raffineries en Russie, imposant le rationnement de l'essence dans plus de 12 régions. Les frappes sur routes, ponts, raffineries et ferries vers la Crimée affament la péninsule annexée, qui accueille un grand groupement militaire et est privé de ses moyens, selon le média. L'Ukraine sait que la plupart des Russes chercheront à éviter d'aggraver leur souffrance. C'est pourquoi elle a révélé l'existence de sa nouvelle liste. Mais Poutine n'est pas toute la Russie, ce qui pourrait poser problème. La stratégie de l'Ukraine pour forcer Poutine à négocier pourrait ne pas fonctionner, simplement parce que Poutine s'est tellement enfoncé dans un trou avec son invasion de l'Ukraine qu'il sait qu'il finira enterré dans ce trou s'il capitule d'une manière ou d'une autre. C'est visible dans la récente rhétorique russe sur les pourparlers de paix. Début juillet, le Financial Times a rapporté que des sources proches de Poutine avaient révélé qu'il était peu probable qu'il participe à des pourparlers de paix significatifs avant au moins février 2027. Pour les Russes, le résultat idéal serait que les Américains nous livrent l'Ukraine. Ils n'envisagent aucune concession. Ils répètent toujours les mêmes objectifs. Leur position de négociation exclut toute discussion constructive, a indiqué une source aux médias. Au lieu de reconnaître les dégâts que l'Ukraine cause et continuera d'aggraver à l'avenir, Poutine durcit au contraire sa position en affirmant que la Russie est en train de gagner, malgré toutes les preuves du contraire. Poutine cherche plus de concessions, alors que l'Ukraine est sans doute à son plus fort depuis le début de l'invasion. Cela n'a pas de sens. Voilà le problème. Poutine s'est perdu dans sa guerre. Puis récemment, le 27 juillet, le Kremlin a minimisé un projet de trêve aérienne que les États-Unis et l'Ukraine auraient en préparation, écartant ces informations comme de simples spéculations médiatiques qui ne seront crédibles qu'une fois un plan présenté. Ce genre de réponse ne montre guère d'enthousiasme pour un processus de paix auquel Poutine n'a fait que feindre de s'y engager afin d'obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine. La Russie ne souhaite probablement pas non plus de trêve aérienne.
Cela épargnerait la nation de ce qui l'attend, alors que l'Ukraine traite ses priorités, mais empêcherait aussi la Russie de lancer des missiles et drones contre les civils ukrainiens, un élément clé de sa stratégie terroriste. Pour l'Ukraine, la paix est préférable. Mais si Poutine dit non, alors le feu viendra. Un coup de semonce a été tiré quelques jours seulement après que Zelensky a révélé la liste de l'Ukraine, lorsque l'Ukraine a envoyé 390 drones dans la région de Moscou. La Russie dit avoir intercepté la plupart de ces drones, mais l'Ukraine voulait sans doute rappeler à Poutine que Moscou et le reste du pays ne sont pas en sécurité. La presse Euromaïdan rapporte qu'il y a déjà eu une augmentation de 1150% des frappes en profondeur ukrainiennes depuis le début de 2026. United 24 Media ajoute que cette augmentation correspond à 697 cibles frappées par l'Ukraine à travers toute la Russie au 10 juillet. Ce qui a coûté 6,1 milliards de dollars au Kremlin, au passage. Si Poutine ne cède pas la pression, alors il y en aura encore plus. Zelensky veut marteler ce message à Poutine, alors que l'Ukraine prépare de nouvelles frappes sur ses cibles prioritaires. Poutine doit désormais craindre l'inconnu. Il ignorera l'arrivée et les cibles des drones ukrainiens, jusqu'à ce que l'Ukraine l'informe par les incendies et explosions provoquées. Gardez un œil sur la chaîne au cours des prochaines semaines. Nous avons le sentiment que nous avons parlé de plusieurs nouvelles cibles prioritaires de l'Ukraine. Et pendant que vous attendez ces rapports inévitables, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur les frappes Bison Wildberry? Comme évoqué plus tôt, il ne serait pas surprenant que d'autres sites de la société apparaissent sur la liste de l'Ukraine. Au début du mois de juillet 2026, des drones ukrainiens ont repéré 6 des 7 abris d'avions renforcés à la base aérienne de Saki, en Crimée occupée. Ils ont fait sauter les portes de 4 d'entre eux, et cette même base avait déjà été frappée une première fois quelques jours auparavant. La Russie avait dépensé beaucoup d'argent pour renforcer cet aérodrome, avec des abris en béton construits spécialement pour résister à ce type d'attaque. En l'espace d'une semaine, l'Ukraine a mené l'expérience 2 fois et a réussi à chaque fois. Tous les médias couvrant la guerre ont relayé une version de cette histoire. Nous voulons aujourd'hui soutenir l'idée que l'incendie du hangar est l'aspect le moins intéressant de ce qui se passe réellement pour la puissance aérienne russe actuellement. Sous les images de portes d'abris effondrées se déroule une autre campagne, peu médiatisée, qui se joue dans les registres d'exportation, les listes de sanctions et les rapports d'entreprise. Cette seconde campagne pourrait être plus importante que toute frappe individuelle. L'Ukraine ne se limite pas à détruire les avions russes sur une piste de Crimée, elle complique aussi durablement la construction des suivants par la Russie. Alors, entrons dans le vif du sujet, en commençant par planter le décor. Saki, ou plus précisément la base aérienne de Novo-Novofedorivka, abrite le 43e régiment d'aviation d'attaque navale indépendant de la marine russe depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Elle a été utilisée pour déployer des chasseurs multirôles, Su-30SM et Su-30M, des avions utilisés pour des missions de frappe navale. Elle a aussi été de plus en plus utilisée pour des attaques à la bombe planante contre le sud de l'Ukraine. Durant la majeure partie de la guerre, elle a servi de base arrière relativement sûre, assez éloignée de la ligne de front pour que la Russie la considère comme un endroit sûr pour stationner, entretenir et réarmer les avions. Mais en juillet 2026, le service de sécurité ukrainien, le SBU, a lancé des frappes de drones contre les hangars de la base et signalé 5 frappes confirmées. Des informations préliminaires signalent que des Su-30 et Su-30SM étaient dans 2 hangars visés, et un incendie a éclaté à l'emplacement de l'un de ces avions. L'évaluation du SBU estimait chacun de ces appareils entre 30 et 50 millions de dollars, selon la configuration. 2 jours plus tard, le SBU a frappé à nouveau, cette fois en revendiquant des frappes sur 7 hangars répartis sur l'ensemble de la base, avec des appareils Su-30SM, Su-30 et Su-24, apparemment présents dans plusieurs d'entre eux. Le SBU a affirmé qu'au moins 7 appareils avaient été détruits ou endommagés. En dehors de Saki, l'Ukraine a également frappé la base aérienne de Gwardiskoy ou Gwardiskoy à environ 30 km l'intérieur des terres, touchant 2 autres hangars abritant des drones Shahed et du matériel de soutien aéronautique. Ces frappes se distinguent car, contrairement aux précédentes attaques d'aérodromes, nous ne dépendons pas seulement des déclarations du gouvernement ukrainien pour savoir ce qui s'est passé. Des images satellitaires de Ventor, une société commerciale d'imagerie satellite, ont confirmé de manière indépendante les dégâts. 6 des 7 abris d'avions renforcés présentaient des dommages visibles. Les portes blindées de 4 d'entre eux n'étaient plus attachées, mais posées sur la voie de circulation. Les abris eux-mêmes, qui étaient des structures en béton armé, sont encore pour la plupart debout. Un abri d'avion renforcé est conçu pour résister à une explosion proche et maintenir l'avion à l'intérieur en état de vol.
Les images de Saki montrent une structure ayant gardé sa forme, alors que tout ce qui comptait à l'intérieur, ainsi que la porte censée le sceller, n'a pas survécu. Cela signifie que la réponse de la Russie à la menace ukrainienne de drones à moyenne et longue portée, qui jusqu'à présent n'est rien d'autre que du béton coulé, est déjà mise à l'épreuve sur le terrain moins d'1 an après sa construction. Et cela ne tient pas comme les planificateurs russes l'espéraient. Voici la chronologie qui explique pourquoi ces abris existent. En juin 2025, l'Ukraine a lancé la célèbre opération Toile d'araignée, une attaque massive de drones en profondeur sur le territoire russe contre des bases de bombardiers stratégiques, en utilisant des drones qui avaient été introduits clandestinement sur place pendant des mois et lancés depuis l'intérieur même de la Russie. L'Ukraine a revendiqué des frappes sur des dizaines d'appareils dans des bases, y compris Belyaya, à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. Depuis lors, les frappes régulières à longue portée de l'Ukraine ont atteint jusqu'à Engels, à 600 km du front. Avant Spiderweb, la défense aérienne russe supposait que la distance suffisait à protéger. Si l'Ukraine ne pouvait atteindre un aérodrome, les appareils stationnés étaient en sécurité, aucun investissement supplémentaire n'était nécessaire. Mais l'Ukraine a montré qu'elle pouvait frapper des coins très reculés de la Russie, en pilotant ou livrant des drones lors d'opérations clandestines. Et la réponse de la Russie a été de commencer à couler du béton sur les aérodromes qui utilisaient auparavant des rampes ouvertes, considérant les abris renforcés comme la solution contre des menaces statiques auxquelles le stationnement à ciel ouvert ne pouvait plus résister. Sur le papier, cette protection avait du mérite. En renforçant la position, vous protégez les équipements et regagnez de la survivabilité grâce à la structure. Le problème, c'est que les drones d'attaque ukrainiens se sont adaptés plus rapidement que la Russie n'a pu terminer la construction. Les frappes montrent que les nouveaux systèmes de drones ukrainiens sapent précisément la valeur protectrice que ces abris étaient censés offrir. Le fait que 6 abris sur 7 aient été endommagés en une semaine sur une base illustre parfaitement cette affirmation. Donc la Russie a résolu un problème, à savoir les avions exposés sur des aérodromes à ciel ouvert, et ce faisant, elle en a créé un nouveau, à savoir des structures coûteuses, évidentes et fixes que l'Ukraine sait désormais exactement où trouver et comment faire exploser de l'intérieur vers l'extérieur. Pour saisir pourquoi cela compte au-delà de la valeur des cellules d'avion, il faut expliquer ce qu'est un hangar. Car la plupart des reportages réduisent ces frappes à un simple décompte de jets détruits. Et cela sous-estime ce qui est réellement attaqué. Un avion de chasse n'est pas une arme autonome. C'est la partie visible d'un système de soutien entier. Et c'est ce système qui détermine la quantité de puissance de combat qu'un aérodrome peut réellement générer à un moment donné. Un concept appelé la génération de sortie. Le hangar est l'endroit où se déroule la partie la plus exigeante en main-d'œuvre de ce cycle. Les moteurs sont inspectés, l'avionique est testée et calibrée, les armes sont chargées sur les points d'emport. Tout cela repose sur des mécaniciens qualifiés, des pièces de rechange, des équipements de soutien au sol, des conduites de carburant, des appareils de diagnostic et la paperasse de maintenance. Et tout cela doit se trouver à un même endroit physique pour être appliqué à l'appareil lui-même. Et, en 2026, un drone peut l'atteindre. L'Ukraine n'a pas besoin de mettre un Su-30SM à 50 millions de dollars au sol pour réduire ce que cet appareil apporte à la guerre. Il suffit simplement de rendre le cycle de génération des sorties sur cette base plus lent, plus coûteux et moins fiable que la semaine précédente. Endommagez l'atelier et le poste de réparation. Détruisez l'équipement de soutien au sol et un avion opérationnel reste inutilisé car personne ne peut l'armer ou le ravitailler. Neutralisez le radar ou la défense aérienne autour du terrain et la prochaine frappe de drone arrive avec moins de résistance que la précédente. Un avion qui ne peut pas être déployé en mission est ce jour-là exactement aussi utile à la Russie qu'un avion qui n'existe pas. C'est pourquoi l'Ukraine frappe sans relâche les mêmes bases aériennes en Crimée, au lieu de viser plus de destruction ailleurs, car elle connaît l'origine principale des frappes planantes russes. Alors elle les vise précisément pour réduire la capacité offensive réelle de la Russie chaque jour. Mais il y a une logique opérationnelle plus large derrière le fait que l'Ukraine frappe autant de types de cibles différents en même temps. C'est un concept appelé « opération parallèle » et il vient directement de la doctrine de l'US Air Force, la même logique qui a sous-tendu les campagnes aériennes de la coalition contre l'Irak. L'idée est simple, une campagne séquentielle frappe une cible, attend, évalue les dégâts, puis passe à la cible suivante. Une campagne parallèle frappe simultanément plusieurs parties du système ennemi. Aérodrome, dépôt de carburant, site radar, batterie de défense aérienne, nœud ferroviaire, dépôt de munitions, installation de maintenance et infrastructure de commandement. Ou aussi simultanément que le permet la capacité de frappe disponible. L'objectif ici est ce qu'on appelle le choc systémique. Lorsqu'un adversaire doit répondre à des problèmes qui apparaissent partout en même temps,
il ne peut pas concentrer ses ressources de réparation et de défense sur un seul d'entre eux. Les décisions se prennent avec des informations incomplètes. Les ressources se dispersent dans des directions concurrentes à travers le pays. Tout le système devient plus lent et moins efficace partout en même temps. L'Ukraine applique une version de cette stratégie, avec des drones, des missiles et des opérations spéciales de sabotage, mais évidemment sans l'ampleur de l'US Air Force. Cependant, la logique sous-jacente est identique. Saki est frappé 2 fois en une semaine. Puis Guadeloupe est frappé la même nuit que la deuxième attaque. Pendant ce temps, les raffineries russes brûlent sur plusieurs semaines. La Russie ne peut concentrer sa défense aérienne et ses équipes de réparation sur un seul problème, car trop de problèmes se disputent le même nombre limité d'ingénieurs, de pièces de rechange et de batteries de défense aérienne. Le camp qui force son adversaire à rester en mode réactif permanent, tout en gardant l'initiative, a tendance à gagner la guerre d'usure avec le temps, même sans remporter de victoires décisives lors de chaque affrontement. Il faut prendre du recul, car frapper les aérodromes ne représente que la moitié du tableau. Tandis que les drones ukrainiens visent les hangars en Crimée, une seconde campagne, plus discrète, a limité la capacité de la Russie à remplacer ses pertes, menées principalement par des régimes de contrôle des exportations occidentaux et des chaînes d'approvisionnement sanctionnées, et l'arithmétique industrielle de défense russe. Examinons d'abord les pertes de cellules d'avion, ce qui montre l'importance de la capacité de remplacement. Le projet de suivi en source ouverte, Oryx, qui ne compte que les pertes qu'il peut confirmer visuellement grâce à des preuves photographiques ou vidéo, a documenté au moins 43 bombardiers de chasse Su-34 et au moins 21 appareils de la série Su-30 perdus ou endommagés entre le début de la guerre et juin 2026. Et comme Oryx exige une confirmation visuelle pour chaque entrée, ces chiffres représentent un minimum, pas un maximum, donc le total réel est presque certainement plus élevé. Par rapport à une flotte de Su-34 d'avant-guerre, estimée à environ 163 appareils, les pertes confirmées représentent à elles seules un quart de tout cet inventaire. Et tout cela avant même de compter les appareils retirés du service pour cause de dommages, de maintenance en retard ou de pénurie d'équipage. Aucun de ces cas n'apparaissant dans un suivi des pertes par confirmation visuelle. D'ici juin 2026, le nombre total de pertes confirmées d'appareils à voilure fixe russes s'élevait à environ 185. Avec des bilans élargis à tous les types d'appareils de combat, ce total atteint au moins le double une fois les hélicoptères et les pertes secondaires inclus. En fait, dès 2024, Rand estimait que la force aérienne russe était déjà tombée à environ 75% de sa puissance d'avant-guerre, en raison d'une usure accélérée et d'appareils approchant de la fin de leur durée de vie. Et les pertes n'ont pas cessé de s'accumuler depuis. C'est dans cet environnement que l'industrie aéronautique russe est censée remplacer les pertes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment mauvaises pour Moscou. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire. Nous suivons les événements récents et proposons des analyses à long terme et historiques qui montrent exactement comment la guerre évolue des deux côtés. Revenons au problème de la Russie. Commençons par le programme phare de l'armée de l'air russe, le Su-57. Felon, un chasseur furtif de 5e génération en développement depuis près de 2 décennies, et qui était censé être la réponse directe au F-35. En 2023, la United Aircraft Corporation, UAC, de Russie, aurait livré 11 Su-57 aux forces aérospatiales, et son PDG s'est publiquement engagé à doubler la production à l'avenir. Au contraire, les livraisons sont allées dans l'autre sens. En 2024, l'estimation la plus corroborée faisait état de 5 appareils livrés contre un objectif de 22. Et l'UAC a terminé toute l'année 2025 sans une seule livraison officiellement confirmée d'un nouveau Su-57 aux forces aérospatiales russes. Des analystes ont repéré, au printemps 2025, des images suggérant la présence de 2 appareils, numéro de queue rouge 25 et rouge 26. Mais même cela restait spéculatif, car Rostec ne l'a jamais annoncé officiellement, ce qui en dit long. Un industriel de défense, confiant dans l'accélération de sa production, publie des chiffres, des calendriers et des lots identifiables. Le programme Su-57 de la Russie est resté silencieux, ne publiant que des fragments et laissant la spéculation combler le vide. Mais il pourrait y avoir une raison simple à cela. Le groupe de réflexion britannique Russie a publié un article de recherche intitulé en novembre 2025 « Vulnérabilité dans la production de Sukhoi, rogner les ailes de la Russie ». Dans cet article, il était suggéré que les principales usines d'assemblage de la Russie, à Komsomolsk-sur-l'Amour, Novosibirsk et Irkoutsk, étaient déjà soumises à des sanctions directes. Cependant, de nombreux fournisseurs de second et troisième rang, produisant des composants en titane, des pièces de moteur et des systèmes radars, ont jusque-là échappé aux restrictions. Le Russie a présenté cela comme une faille active du régime de sanctions, et non comme preuve de l'absence de vulnérabilité. Mais la cartographie du Russie a montré cela.
Les fournisseurs les plus critiques, y compris le fabricant de moteurs UEC, UMPO et UFA, le fournisseur de titane VSMPO, Avisma, et le fabricant de radars Ryazan State Instrument Making Enterprise, sont tous dans la partie européenne de la Russie, à portée des frappes à longue distance croissantes de l'Ukraine. En d'autres termes, la même logique de frappe actuellement appliquée aux hangars en Crimée a un deuxième ensemble de cibles, encore plus important, qui reste en grande partie non sanctionné et à portée plus au nord. Les goulets d'étranglement s'aggravent. Le Su-57 a été conçu autour d'un moteur de nouvelle génération, connu sous le nom d'Isdelier 30. Mais l'appareil a volé des années avec un moteur transitoire de l'ancienne famille, AL-41. Le nouveau moteur peinant à garantir des performances stables. Toute la promesse opérationnelle d'un chasseur furtif moderne, sa signature thermique, ses performances de capteur et sa capacité de supercroisière dépendent toutes de la configuration finale du moteur. Et les fabricants sont naturellement réticents à s'engager dans la production de masse d'un avion dont le groupe motopropulseur principal n'a pas encore été finalisé. Lorsque vous ajoutez à cette transition de moteur inachevée les pénuries de composants causées par les sanctions mentionnées précédemment, vous obtenez exactement le schéma que nous observons. Des avions qui existent, qui volent, qui sont présentés lors de vols de démonstration occasionnels, mais qui ne peuvent pas être produits de façon régulière et prévisible pour réellement remplacer les pertes au combat. Les estimations en source ouverte situent le coût unitaire du Sukhoi 57 entre 50 et 100 millions de dollars, selon la configuration. Et dans une économie de guerre, les Sukhoi 34 et Sukhoi 35S, plus faciles à produire, offrent une valeur de combat immédiate supérieure pour leur coût. Ainsi, les planificateurs russes semblent faire exactement ce que l'arithmétique leur dicte, en dépriorisant le programme de prestige coûteux et étouffé par les sanctions, au profit d'appareils qu'ils peuvent réellement sortir des usines, même si ces avions plus simples sont également perdus plus rapidement. Et même l'argent pour régler tout cela devient de plus en plus difficile à trouver. En novembre 2025, au salon aéronautique de Dubaï, le PDG de Rostec, Sergei Chemezov, a confirmé publiquement que les exportations de défense russes ont chuté d'environ moitié par rapport au niveau de 2022. Il a attribué cette baisse au fait que la production en temps de guerre est presque entièrement réorientée vers l'armée russe elle-même, plutôt que vers des acheteurs étrangers. Avant l'invasion, la Russie gagnait environ 1,1 billion de roubles, environ 14 milliards de dollars par an de revenus d'exportation d'armes. Et elle était le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, derrière seulement les États-Unis. L'analyse indépendante de la fondation Jamestown suggère que l'effondrement réel est encore plus important que ce que laisse entendre la présentation de Chemissov, estimant une chute de 92% des exportations entre 2021 et 2024 seulement. Le rapport indique une combinaison de facteurs, la réorientation de la production en temps de guerre, les sanctions, l'inflation et le fait que des acheteurs étrangers, y compris des clients traditionnellement fiables comme l'Inde, se tournent vers d'autres fournisseurs. Et selon les chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, la part globale de la Russie sur le marché mondial des exportations d'armes est passée de 21% à un peu moins de 7% en 5 ans. C'est un effondrement sans précédent pour un pays qui a passé des décennies parmi les 3 plus grands exportateurs d'armes au monde et qui a construit une influence diplomatique considérable dans le Sud global, notamment grâce à ses relations autour des armes. Mais ce n'est plus seulement une question d'exportation, car cela se reflète désormais dans les chiffres financiers de base. En juillet 2026, Rostec a révélé que son bénéfice net avait chuté de 42% en 2025, même si son chiffre d'affaires avait augmenté de 25%, grâce à une hausse des commandes nationales en temps de guerre. Dans un rapport, Chesnokov a expliqué au Premier ministre russe que l'entreprise manquait de capitaux propres pour financer de nouveaux projets. Comment cela se fait-il ? En résumé, le gouvernement impose ses programmes à Rostec, qui doit les accepter avec des marges bien plus faibles que pour l'export. Les contrats d'approvisionnement nationaux offrent des marges bien inférieures à ceux d'exportation. Il est révélateur que le pays à l'origine de la guerre refuse désormais d'investir dans du matériel militaire efficace pour la finir, préférant miser sur l'attrition avec des technologies anciennes. Mettez ces deux campagnes côte à côte et le résultat est évident. L'Ukraine détruit les avions de combat russes, dégrade les infrastructures de carburant et de soutien au sol des hangars qui permettent les sorties des appareils survivants. Elle agit ainsi dans le cadre d'une campagne d'opérations parallèles visant à surcharger la capacité de réparation et défense russe partout simultanément. En même temps, les sanctions occidentales, les pertes à l'exportation et la propre allocation des ressources de la Russie en temps de guerre étranglent la base industrielle censée remplacer chacune de ces pertes. Ces deux pressions se renforcent mutuellement dans une boucle de rétroaction positive. Tout abri renforcé construit par la Russie et tout fournisseur partiellement sanctionné expédiant discrètement du titane ou des composants radars
deviennent des cibles pour les mêmes drones qui ont déjà arraché les portes de 6 abris à Saki. La recommandation de Russie du rapport mentionné précédemment relie tout cela. L'Occident doit étendre les sanctions à ses fournisseurs de second et troisième rang, car c'est là que réside la faille exploitable. Pendant ce temps, chaque contrat d'exportation supplémentaire que la Russie perd parce qu'un acheteur comme l'Inde se tourne vers un fournisseur plus fiable représente une source de revenus en moins que Moscou pourrait autrement utiliser pour financer exactement le type de production accélérée dont Russie avertit qu'elle vacille déjà. C'est ce mécanisme cumulatif qui fait que la campagne contre les aérodromes de Crimée compte plus que ne le suggère le nombre de pertes. L'Ukraine n'a pas besoin de gagner une guerre d'usure contre l'inventaire actuel d'avions de la Russie isolément. Elle a besoin que les pertes russes restent supérieures à un remplacement freiné par les sanctions, la baisse des exportations et une chaîne d'approvisionnement dispersée entre fournisseurs sanctionnés et non sanctionnés, qui a déjà du mal à se maintenir sans pression extérieure. Cela ne signifie pas que la puissance aérienne russe en Crimée va s'effondrer selon un calendrier défini, et il faut éviter de surestimer la portée de la situation. La Russie possède encore l'une des plus grandes bases industrielles mondiales. Elle conçoit encore des cellules d'avion, forge des structures en titane et intègre localement des systèmes d'armes. Elle a montré sa capacité à s'adapter et innover durant la guerre, en ouvrant notamment de nouvelles installations pour les systèmes de carburant et les tests avioniques. Même Saki elle-même peut être reconstruite, rééquipée et remise à l'abri si Moscou décide d'en faire une priorité, comme elle l'a déjà fait pour d'autres bases auparavant. Et les opérations parallèles, par nature, ne fonctionnent que si le camp qui les mène peut soutenir le rythme. La production de drones de l'Ukraine, bien qu'elle soit réelle et en croissance, doit faire face à un réseau de défense aérienne russe autour de la Crimée qui est également renforcé et adapté précisément en réponse à ces frappes. La précision des frappes peut baisser si le brouillage et la guerre électronique russe progressent plus vite que les systèmes de ciblage ukrainiens. Ce que les frappes de Saki et les données industrielles nous indiquent cependant, c'est la tendance. Et cette tendance est remarquablement constante depuis plus d'un an. La Russie résout les failles passées pendant que l'Ukraine en découvre toujours de nouvelles, qu'il s'agisse d'un drone d'attaque traversant le béton ou de sanctions occidentales n'ayant pas encore visé un fournisseur. Ces dernières années, le champ de bataille militaire a vu les systèmes sans pilote assumer progressivement des rôles autrefois assurés par des soldats. Sur le terrain, l'Ukraine fait un usage prodigieux de robots pour la logistique et l'évacuation des soldats blessés sur les lignes de front, épargnant ainsi aux humains d'accomplir ce travail extrêmement dangereux. Certains robots terrestres, adaptés au combat autonome ou télécommandés, aident à réduire le principal désavantage de l'Ukraine en main-d'œuvre sur une large ligne de front. Mais dans les airs, les drones ont déjà indéniablement changé la guerre. Les drones réalisent des missions de reconnaissance, frappent à longue portée derrière les lignes ennemies et servent de vaisseau mère pour de plus petits drones d'attaque. Cependant, il y a un équipement qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à remplacer, les véritables avions de chasse. Mais tout cela est sur le point de changer. La Turquie a récemment réussi un nouveau tir d'essai de ce qui serait, selon les rumeurs, le premier avion de chasse sans pilote au monde, le Bayraktar Kızılelma. Ce jet innovant aurait, selon les rapports, des capacités uniques qui se comparent avantageusement à toutes les nouvelles armes high-tech produites aux États-Unis. De plus, les prototypes actuels sont équipés d'un moteur fabriqué en Ukraine. Voici donc toute l'histoire du Kızılelma et de son moteur ukrainien, ainsi que ce que cela signifie pour la guerre du futur. Le nom Kızılelma se traduit du turc par « pomme rouge », un symbole légendaire dans la mythologie turque, représentant une victoire lointaine mais inévitable. Mais à chaque essai réussi, cette vision se rapproche de façon exponentielle. Des images du dernier test du Kızılelma ont été dévoilées en juillet 2026. Selon le fabricant Baykar Technologies, un Kızılelma portant le numéro de queue S2 a décollé du centre de formation et d'essai en vol Akıncı à Çorlu, dans le Kirdag, le 8 juillet. Sa destination, le 5e commandement principal de la base aérienne de chasse à Mersin, où le test de tir devait être effectué. Après une série de préparatifs et de tests sur la base, l'avion de chasse sans pilote a décollé avec 2 missiles supersoniques Jet 230 sous ses ailes et s'est dirigé vers une cible navale. Le Kızılelma a ensuite tiré ses missiles Jet 230 et a frappé la cible avec précision, à une distance de plus de 74 miles. C'est une étape importante. Cela représente un autre seuil majeur franchi, démontrant la capacité du chasseur sans pilote à mener des missions cruciales avec des munitions supersoniques air-sol. On ne sait pas grand-chose sur le missile Jet 230 qu'il a tiré, si ce n'est qu'il aurait une portée maximale de plus de 200 km, soit 124 miles.
Cependant, il est probable qu'il s'agisse d'une adaptation du missile turc UAV-230, que le fabricant Roketsan décrit comme un missile balistique supersonique. Le UAV-230 aurait une portée plus courte d'environ 150 km. Donc, si le Jet 230 est effectivement une extension du UAV-230, une portée accrue fait partie des améliorations. Mais quoi qu'il en soit, les tests réussis avec un missile supersonique confirment les capacités offensives croissantes du Kızılelma. Il a déjà été testé avec succès avec le Tolun, le TBR-82 KGK et les munitions LGK-82, toutes produites localement en Turquie, tout comme le Jet 230. Mais il y a une différence frappante entre ces autres munitions et le Jet 230, qui distingue ce dernier essai. Le Tolun, le TBR-82 KGK. Le Tolu, le TBR-82 KGK et les munitions LGK-82 sont en fait des bombes planantes guidées, pas des missiles à proprement parler. Pour être plus précis, le Tolun est une bombe planante guidée de précision, souvent classée comme une bombe guidée ou un missile à courte portée développé par le fabricant turc Aselsan. Le modèle standard est équipé d'un guidage GPS-INS, idéal pour des cibles stationnaires comme celles qui ont été frappées lors du dernier essai. Mais il existe également une variante à imagerie infrarouge, ou IIR, disponible pour engager des cibles mobiles. La version IIR comprend une liaison de données bidirectionnelle, permettant un contrôle avec opérateur dans la boucle pour un verrouillage précis de la cible jusqu'à l'impact. Le Tolun a une portée d'environ 55 000 nautiques, une altitude efficace de 40 000 pieds et une erreur circulaire probable, ou CEP, d'environ 15 mètres. Il est spécialement conçu pour attaquer des structures renforcées avec une ogive anti-bunker capable de pénétrer environ 1 mètre de béton armé. La bombe est certifiée pour être utilisée sur la flotte turque de chasseurs F-16 Block 40. Elle est désormais aussi utilisable avec le Kızılelma, offrant une solution précise et économique pour cibler des bunkers renforcés ou des véhicules mobiles à courte portée avec confirmation optique en temps réel. Le test réussi avec le missile supersonique Javelin 230 offre désormais au Kızılelma une capacité de frappe à longue portée et à grande vitesse contre des cibles défendues ou plus éloignées, y compris celles en mouvement en mer. De même, la LGK-82 est une bombe guidée par laser de la classe des 500 livres, également fabriquée par Aselsan. Elle est identique à la série Paveway des États-Unis en termes de conception. Elle peut atteindre une portée d'environ 12 km lorsqu'elle est lancée depuis des avions de chasse, et son kit de guidage laser a été appliqué aux bombes polyvalentes de la série MK-82 standard OTAN, ainsi qu'à la série FAB standard russe. Le TBR-82 est un kit de guidage hybride qui utilise à la fois le guidage laser et GNSS. Il existe en 3 variantes. La version de base, un kit à ailes courtes destiné aux plateformes à faible vitesse, et un kit à ailes allongées pour une portée étendue. La portée de la variante de base est d'environ 12 km. Pour les chasseurs, portée à près de 80 km avec le kit à ailes allongées. Quelques semaines avant le dernier essai avec le Javelin 230, en juin 2026, un autre essai réussi, utilisant à la fois le LGK-82 et le TBR-82, a été réalisé. En utilisant un autre équipement turc de haute technologie, le système de ciblage électro-optique Toygun ou EOTS. Il s'agit d'un capteur de ciblage intégré créé par Aselsan, spécialement conçu pour les avions de combat à faible détectabilité comme le Kızılelma et d'autres drones avancés de Baykar comme le Kaan et l'Anka 3. Contrairement aux pods de ciblage externe qui augmentent la signature radar, le Toygun est intégré au fuselage, préservant ainsi le profil furtif de l'appareil. Cela fait du Kızılelma le premier chasseur sans pilote au monde à être équipé d'un EOTS intégré, une capacité auparavant réservée uniquement aux chasseurs pilotés de 5e génération comme le F-35. Lors du test, une cible statique désignée par le Toygun sans EOTS a été touchée avec les 2 bombes, prouvant la capacité du Kızılelma à effectuer des frappes autonomes. Le Toygun sans EOTS servant de principal capteur air-sol. Nous savions que le Kızılelma pouvait déployer des bombes planantes de haute précision. Après le dernier test, il peut aussi lancer des missiles aérobalistiques supersoniques sur des cibles mobiles, ajoutant un atout majeur à son arsenal. Mais si vous avez suivi le développement du Kızılelma, cela ne devrait pas vraiment vous surprendre. Le développement progresse à un rythme rapide, avec de nouvelles fonctionnalités et capacités qui semblent être démontrées tous les quelques mois. Les premiers essais n'ont commencé qu'en 2022, mais le rythme du développement a été tel qu'il est en production en série depuis l'été 2025, avec les premières livraisons opérationnelles attendues l'année suivante. Peut-être à cause des itérations rapides, il n'était pas clair lors de la production en série quelles armes il pourrait transporter. Mais cela devient chaque jour plus évident, et c'est impressionnant.
En plus des munitions guidées et des missiles supersoniques, le Kizil Elma devrait également emporter le missile Sirit de Roketsan, un équivalent turc de l'APKWS américain. Cela ajoutera les drones de type Shahid à la liste croissante de ses cibles. Et cela risque d'être une excellente nouvelle pour l'une des parties les plus intéressées par le Kizil Elma, l'Ukraine. Abattre les analogues russes. Gérant du tristement célèbre Shahid est devenu en quelque sorte un sport national en Ukraine. Et plus il y a de moyens de les neutraliser, mieux c'est. À la différence de la plupart des membres de l'OTAN, le gouvernement turc est resté largement neutre dans le conflit Russie-Ukraine, maintenant de bonnes relations avec les deux camps. Cependant, certaines des entreprises de défense du pays ont clairement choisi leur camp du côté ukrainien. En particulier, l'Ukraine a développé une relation croissante avec Baïkar depuis le début de l'invasion. En 2022, l'entreprise a fait don de plusieurs unités de ses drones d'attaque TB2 en réponse à des campagnes de financement participatif en Ukraine, en Lituanie et en Pologne, refusant tout paiement et redirigeant les fonds destinés à l'achat des drones vers l'aide humanitaire à la place. Environ 50 TB 2 avaient été livrés à l'Ukraine à la mi-2022, avec des dons directs supplémentaires confirmés au début de 2023. Finalement, leur usage a diminué en début de guerre à cause de leur faible efficacité face à la défense aérienne et à la guerre électronique russe. Mais récemment, les drones Bayraktar TB2 ont fait un retour tactique significatif en Ukraine. À partir de juin 2025 environ, les TB2 ukrainiens ont réussi à engager et à détruire à plusieurs reprises des vedettes rapides d'attaque et des embarcations de débarquement russes en mer Noire. Le 3 septembre 2025, par exemple, un TB2 a détruit une vedette rapide d'attaque russe transportant des troupes aéroportées près de la flèche de Tandrishska, une étroite bande de terre dans la partie occupée de l'oblast de Kherson. 7 membres des forces d'occupation ont été éliminés et 4 blessés, a déclaré la marine ukrainienne dans un communiqué officiel sur Telegram. Plus récemment, la flotte ukrainienne de TB2 a été utilisée à la fois pour la reconnaissance et pour des frappes de précision contre des navires de guerre et des camps côtiers, exploitant les failles dans la couverture aérienne russe. Et ils semblent accomplir leur mission efficacement. Par exemple, on pense que les TB2 ukrainiens ont détruit 2 drones navals russes en mer Noire en juin 2026. Mais l'implication de Baïkar en Ukraine ne s'arrête certainement pas au don de TB2. L'entreprise est en train de construire une immense usine de fabrication de drones dans la région de Kiev. En d'autres termes, elle passe du simple statut de fournisseur à celui de véritable producteur local. Un rapport de septembre 2023 a révélé les intentions de Baïkar d'investir 100 millions de dollars dans 3 projets en Ukraine. Puis, en février de l'année suivante, le PDG de l'entreprise, Haluk Bayraktar, a annoncé lors du Salon mondial de la défense à Riyad, en Arabie Saoudite, que la construction du premier projet avait commencé, une importante usine de fabrication de drones Baïkar à Kiev. L'usine devrait produire environ 120 grands drones par an et employer environ 500 personnes lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle. L'objectif est d'assembler des drones TB2 et potentiellement des TB3 basés sur porte-avions, avec des projets d'inclure également l'Akinji ainsi que le Kizil Elma. L'installation devait être opérationnelle dans les 12 mois. Cela ne s'est pas produit. Avec l'escalade de la guerre des infrastructures entre la Russie et l'Ukraine au cours de l'année écoulée, le retard de l'achèvement est compréhensible. En octobre 2025, le site aurait déjà été frappé à 4 reprises par des missiles russes, causant certains dégâts structurels et des pertes matérielles, selon le PDG. Néanmoins, la construction se poursuit malgré tout, et il est tout à fait logique que Baïkar insiste pour produire le Kizil Elma en Ukraine, car, comme nous l'avons mentionné, il est propulsé par un moteur ukrainien. Cependant, il reste à voir quel moteur ukrainien sera utilisé pour la production en série. Maintenant, si vous aimez les analyses détaillées sur les nouvelles armes, technologies émergentes et l'actualité militaire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que nous proposons dans l'émission militaire jour après jour. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être toujours le premier informé. Le concept du Kizil Elma a été présenté pour la première fois en 2013, avec des spécifications détaillées révélées en 2021. À l'automne de cette année-là, un accord d'intégration entre Baïkar et le fabricant ukrainien de moteurs Ivchenko Progress a été signé lors du salon Saha Defense Expo. Ainsi, l'intention a toujours été que le Kizil Elma et possiblement d'autres drones turcs avancés utilisent des moteurs ukrainiens. Et bien que la Turquie explore apparemment d'autres options, autant que l'on sache, c'est toujours le cas aujourd'hui.
Les 3 premiers prototypes du Kizil Elma utilisaient les moteurs AI-25 TLT d'Ivchenko Progress pour les essais en vol subsonique, la validation aérodynamique et l'intégration initiale des armements. Mais à partir du lancement du 4e prototype, appelé PT4, en mai 2025, le programme semble être passé au moteur à post-combustion, AI-322F, plus puissant, également fabriqué par Ivchenko Progress. C'est une décision qui a tout son sens pour plusieurs bonnes raisons. Pour commencer, il y a l'ancienneté des 2 conceptions de moteurs. L'Ivchenko AI-25, d'origine, a été développé par le groupe soviétique Ivchenko OKB en Ukraine. Il a été conçu pour l'avion triréacteur Yakovlev Yak-40, souvent considéré comme le premier avion de transport régional à réaction. Le développement du moteur a commencé en 1965. Le premier vol d'essai a eu lieu en 1966. Et il a été approuvé pour la production en série l'année suivante. Le fabricant ukrainien de moteurs d'avion Motorsich, situé près d'Ivchenko Progress dans la ville industrielle de Zaporizhia, proche de la ligne de front, continue de produire ses moteurs à ce jour. Cependant, comme on peut s'y attendre, les variantes produites aujourd'hui ont subi d'importantes modifications au fil des décennies. La variante la plus connue utilisée aujourd'hui est l'AI-25TL. Il a été initialement développé et conçu pour équiper l'avion d'entraînement militaire Aero L-39 Albatros, qui a effectué son premier vol en 1968. Plus de 3000 Aero L-39 Albatros ont été produits au total, dont 2900 sont encore en service actif aujourd'hui. Mais les moteurs de la plupart d'entre eux ont ensuite été modernisés. Ivchenko Progress commercialise une version améliorée du moteur d'origine, le AI-25T LSH, depuis les années 1990. Une autre variante du AI-25TL, le AI-25TLK, a également été développée pour équiper l'avion d'entraînement à réaction chinois Hongdu GL-8K-8 Karakorum. Et maintenant, il y a un nouveau membre dans la famille, le AI-25 TLT. Il a été conçu spécifiquement pour répondre à la demande d'un turboréacteur à double flux plus puissant destiné à équiper le Kizil Elma. Maintenant, le AI-25 TLT est un turboréacteur à double flux à taux de dilution moyen avec un poids à sec d'environ 770 livres, produisant environ 3790 livres de poussée. Il est plus que suffisant pour les avions d'entraînement et les prototypes de test. Mais il n'a pas assez de puissance pour permettre le vol supersonique nécessaire au Kizil Elma. Il ne peut vraiment atteindre que des vitesses d'environ Mach 0,8 à Mach 0,9, à l'altitude de croisière standard de 35 000 pieds, soit environ de 528 à 594 miles par heure. C'est pourquoi les derniers prototypes du Kizil Elma ont utilisé le moteur plus puissant AI-322, et la version de production fera probablement de même. Le AI-322F est un turboréacteur à post-combustion avancé basé sur le AI-222-25F, un autre moteur ukrainien robuste fabriqué par Ivchenko Progress. Comparé au AI-25TLT, il est beaucoup plus puissant. Il délivre 5510 livres de poussée à sec et jusqu'à 9900 livres de poussée avec la post-combustion activée. Presque 3 fois plus. Cette puissance supplémentaire permet au Kizil Elma d'atteindre des vitesses supersoniques visant Mach 1,4 à 1,6, soit de 924 à 1056 miles par heure, à 35 000 pieds. Cela permet aussi à l'aéronef sans pilote d'effectuer des manœuvres de combat à forte accélération comme un chasseur moderne piloté. Comme déjà dit, on ignore quel moteur équipera le Kizil Elma destiné à l'armée de l'air et à la marine turque, premier client de l'appareil. Cependant, en raison de tous les tests réussis avec l'AI-322F, il est largement admis que ce sera ce moteur qui équipera les appareils livrés, y compris ceux destinés au premier client export confirmé du drone, l'Indonésie. En mai 2026, un accord pour la livraison de 12 Kizil Elma a été signé entre Baykar et le groupe indonésien PT Republik Aero Dirigen Dirigantara lors de l'édition 2026 du Saha Expo à Istanbul. L'accord prévoit des livraisons à partir de 2028, ainsi que la mise en place d'installations locales de production, de maintenance et de réparation en Indonésie. Dans le cas de l'Indonésie, les drones seront probablement opérés par la marine et intégrés à l'escadrille aérienne du porte-avions Giuseppe Garibaldi, dont le transfert à Jakarta est attendu prochainement. Le navire, désarmé par la marine italienne en 2024, opérait auparavant des avions AV-8B arrière 2, mais les plans de modernisation prévoient une utilisation accrue de systèmes sans pilote, comme le Kizil Elma. Le passage au moteur plus puissant, AI-322F, fait passer le Kizil Elma du stade de prototype à celui de système opérationnel, ce qui a manifestement attiré l'attention des Indonésiens.
Cela permet d'atteindre des vitesses supersoniques, même au poids maximal au décollage du Kizil Elma de plus de 18 700 livres, avec une charge utile allant jusqu'à 3300 livres. Mais le nouveau moteur présente un ou deux inconvénients. Il est nettement plus grand et plus lourd que l'EAI 25 TLT, avec un poids à sec d'environ 1234,5 livres. La taille et le poids supplémentaires ont nécessité des modifications de conception sur la cellule du Kizil Elma pour compenser, comme les prises d'air plus grandes et le train d'atterrissage renforcé visible sur le troisième prototype. L'EAI 322F consomme également plus du double de carburant par rapport à l'EAI 25 TLT, surtout en mode post-combustion. 1,9 livres de carburant par livre de poussée par heure, contre environ 0,8 pour l'AI 25 TLT en croisière. Cela signifie que les variantes équipées du nouveau moteur auront une autonomie réduite, à moins que la consommation supplémentaire ne soit compensée par des réservoirs de carburant internes plus grands. Mais des réservoirs internes plus grands ne seraient finalement qu'une caractéristique impressionnante de plus sur une machine déjà enviable. Elle est furtive. La cellule est spécialement conçue pour la furtivité, avec une conception à faible section radar, une configuration Delta Canard, 2 stabilisateurs verticaux et des compartiments d'armes internes pour réduire sa signature. Elle est aussi pratique. Comme en témoigne l'utilisation prévue par l'Indonésie, le Kizil Elma est conçu pour des opérations compatibles avec les porte-avions. Dans le cas turc, il a été spécialement optimisé pour être utilisé sur le navire amiral turc TCG Anadolu, un navire d'assaut amphibie, sans nécessité de système de catapulte, et il est avancé. L'appareil utilise un ordinateur de mission basé sur l'IA pour le roulage autonome, le décollage, l'atterrissage et le vol. Ces capteurs sont également à la pointe de la technologie, y compris le radar Aselsan Murad ESA, le système de recherche et de poursuite infrarouge Karat et le Toygun EOTS mentionné précédemment. Quant à son arsenal d'armes, comme nous l'avons vu, il s'élargit à chaque nouveau test réussi. Et cela donne du crédit à l'affirmation de Baykar, selon laquelle le Kizil Elma est le premier chasseur autonome au monde. Il n'offre pas la même puissance ni les fonctionnalités avancées des avions de chasse occidentaux comme le F-35 Lightning II des États-Unis. Mais les fonctionnalités actuelles du Kizil Elma le placent dans la même catégorie de capacité de chasseur sans pilote de génération quasi 4,5 que, par exemple, la dernière variante du F-16 ou le J-10 chinois. Mais avec deux avantages principaux. D'abord, bien qu'il ne soit pas bon marché, il sera probablement nettement moins cher que les chasseurs pilotés équivalents. Le coût unitaire estimé du Kizil Elma est prévu entre 30 et 40 millions de dollars, selon les spécifications. Cela le place à un prix très compétitif, comparé aux environ 85 à 115 millions de dollars pour un nouveau F-35A et 80 millions de dollars pour un nouveau Dassault Rafale. Même la toute dernière variante, bloc 70-72 du F-16, a un coût unitaire compris entre 60 et 100 millions de dollars selon le package de soutien. Deuxièmement, et surtout, il n'y a pas de pilote. Cela signifie que le Kizil Elma peut être envoyé dans des situations bien plus dangereuses qu'un F-16 équivalent. Bien sûr, s'il est touché, c'est une perte coûteuse et dommageable. Mais ce n'est rien comparé aux coûts et aux dégâts d'opérations de recherche et de sauvetage prolongées pour un pilote éjecté d'un chasseur piloté touché, ou bien sûr, à la perte totale d'un pilote. Avec ces avantages, on pourrait croire que de nombreux pays cherchent à rivaliser avec les Turcs pour créer leurs propres chasseurs sans pilote. Après tout, c'est une technologie qui a le potentiel de rendre les pilotes humains complètement obsolètes. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Des pays comme les États-Unis, l'Australie, la Chine, la Russie et l'Inde ont tous des chasseurs sans pilote comparables au Kizil Elma en développement ou en phase de test. Mais alors que le Kizil Elma est conçu comme un chasseur à part entière, tous les autres ont un objectif principal différent, servir de drone d'accompagnement aux chasseurs pilotés. Le Kratos, XQ-58, Valkyrie des États-Unis par exemple, est conçu pour escorter des chasseurs pilotés comme le F-22 et le F-35. Il est également subsonique, Mach 0,85, soit environ 1050 km/h, et nettement moins cher, à 3 à 4 millions de dollars l'unité. L'Australie teste également un drone d'accompagnement développé en collaboration avec les États-Unis, le Boeing MQ-28 Ghost Bat. Conçu pour fusionner les capteurs et transporter des armements avec les avions pilotés, il dispose d'une IA avancée et de caractéristiques furtives similaires au Kizil Elma. Subsonique, il privilégie le travail en équipe plutôt que les frappes supersoniques indépendantes. La Russie teste son propre drone d'accompagnement, le Sukhoi S-70 ou Okhotnik B, conçu pour accompagner son chasseur Su-57. C'est un grand drone en forme d'aile volante de la classe des 20 tonnes, avec une capacité de charge utile massive de 2,8 tonnes, ce qui dépasse largement le Kizil Elma.
Cependant, il est également subsonique et a suivi un parcours de développement à l'exact opposé de l'appareil turc. Il a rencontré d'innombrables problèmes, y compris la perte d'un prototype en 2024. Les Chinois ont également un programme de drone d'accompagnement comparable au Kizil Elma, et le leur est déjà opérationnel, déployé sur des bases en haute altitude au Tibet en 2025. Le Hongdu JJ-11 ou Sharp Sword est un modèle à aile volante optimisé pour la furtivité plutôt que pour l'aérodynamisme de type chasseur du Kizil Elma. Comme les autres drones d'accompagnement, il est subsonique, transporte une lourde charge utile interne comme le S-70 et peut effectuer des frappes en profondeur de façon autonome. Mais il sert surtout de drone d'accompagnement pour les chasseurs chinois. Un concurrent direct du Kizil Elma est en développement. Un aéronef sans pilote conçu comme avion de chasse, non comme drone d'accompagnement. Le futur avion de chasse sans pilote de l'Inde, ou FUFA. Conçu comme un drone de supériorité aérienne supersonique, il vise des vitesses supersoniques supérieures à Mach 1,5 et des capacités de combat air-air comme le Kizil Elma. Mais il est bien en retard dans son développement par rapport à son rival turc. En réalité, il est encore en conception. Actuellement, le Kizil Elma est le premier et seul avion de chasse sans pilote au monde. Les pilotes peuvent dormir tranquilles, contrairement à tant d'autres métiers. L'IA ne va pas rendre leur métier obsolète. Du moins, pas tout de suite. Maintenant, étant donné le rythme effréné du développement du Kizil Elma, il est certain que de nouveaux tests et de nouvelles capacités seront dévoilés dans un avenir proche. Nous vous tiendrons informés des développements, alors abonnez-vous pour être les premiers au courant. En attendant, découvrez cette vidéo sur la construction de l'armée de robots ukrainienne.